Alors, on est chez qui finalement alors? Cornelius Enzira. Ok, donc j'essaie de bien me tenir. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié principalement à l'univers de la planète des singes et de temps à autre à la culture pop, voire bis, et aux musiques assourdissantes. Je suis le Dr Zaius et ce soir, j'accueille mon ami Grey Pigeon du podcast Comics Fair. Comment ça va, Grey ? Salut Zaius, ça va très bien, je suis chaud bouillant. Bon, ça va d'autant mieux qu'on a accompagné de deux amis qui viennent du podcast Pour une poignée de review, à savoir Rémi, qui est de retour dans Cornelius Enzira, et XP qui vient nous rendre visite pour la toute première fois. Comment ça va les gars ? Ça va. Salut Zaius, salut Grey, salut XP, bonjour à toutes et à tous. Rémi, en fait, t'es un peu chez toi là, chez Zaius. C'est la deuxième fois que je suis là. Uniquement, ah ok. Moi, c'est la première fois. Mais Rémi est d'autant plus chez lui que ce soir, l'épisode, c'est sur une proposition de Rémi. Hey. Donc l'épisode de ce soir va s'appeler « Pourquoi la planète des singes, c'est génial ». Shut up, you freak! Surely it's you. I said shut up! It's a madhouse! A madhouse! Take your sticky paws off me, you damn dirty ape! You maniac! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Do not want war! Et voilà, l'épisode n'est pas encore commencé que déjà j'ouvre une parenthèse. Alors justement, en parlant d'épisode, celui-là en fait, c'est plus un bonus qu'un épisode à part entière. Bon, un bonus qui fait 2 heures, hein, je le reconnais, mais un bonus quand même. XP, Grey Pigeon, Rémi et moi-même allons raconter comment nous sommes entrés en contact pour la première fois avec l'univers de la planète des singes. On va vous expliquer quelle est notre œuvre préférée de la saga, et on va également vous parler de l'avenir possible, puis aussi de nos rêves les plus fous. Tout ça dans un seul but, expliquer pourquoi la planète des singes, c'est génial. Seulement, voilà, ça ne se fera pas sans spoiler un peu. Donc, si vous n'avez jamais lu le roman de Pierre Boulle, et si vous n'avez jamais vu les films de la saga classique, qui étaient sortis entre 1968 et 1973, bon, on risque un tout petit peu de vous gâcher le plaisir de la découverte. Voilà, désormais, vous êtes prévenus. Donc ce soir, on va pas évoquer une thématique particulière dans la planète des singes. J'avais juste, j'ai saisi la perche tendue par Rémi. On va faire un épisode qui va vous laisser la place à vous, mes chers invités, pour expliquer pourquoi la saga Planète des singes est une saga qui est importante à vos yeux. On peut peut-être commencer par un petit tour de table. Est-ce que vous voulez éventuellement expliquer ou raconter votre premier souvenir avec la saga ? Par exemple, Xavier, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as été en contact avec la saga Planète des singes ? Premier souvenir, je sais plus si c'est la série télé ou si c'est un des films. En tout cas, de la série télé, il y a un épisode qui m'a profondément marqué et que je n'ai pas oublié et que je pense que je n'oublierai jamais. C'est l'épisode, je crois, qui s'appelle Le Piège, où il y a un des humains qui se retrouve piégé avec le gorille dans le métro. C'est un huis clos. Ouais, excellent. Et j'adore cet épisode. Bah d'ailleurs... juste titre, hein. Effectivement, c'est un des meilleurs épisodes, je pense, de la série télé. Et d'ailleurs, il y a une suite à cet épisode dans l'anthologie de nouvelles qui a été éditée par Jim Beard et Rich Chandler. Rich Chandler, qu'on avait interviewé ensemble, n'est-ce pas, Rémi ? Donc là, on se fait un petit peu de promo pour nos podcasts respectifs. Hein. Vous pouvez retrouver cette interview sur les flux RSS. Galactifrac. Voilà, de Galactifrac, effectivement, de Cornelius Enzira et de Pour une poignée de review. Et ouais, dans Tales from the Forbidden Zone, il y a une suite qui est donnée à cet épisode qui est vachement bien. Ouais, la suite est aussi bien que l'épisode. C'était vraiment très intéressant. On voit les retombées psychologiques qu'a eu cette mini-aventure dans l'esprit de Urko. Alors je vais en profiter, je vais rebondir sur ce que vient de dire Xavier, parce que j'ai le même âge que Xavier. Okay. Et je me suis posé la question, savoir... C'était bien le Vietnam ?
On est revenu, mec. Non, vas-y, continue, Grey Pigeon. C'était pas notre guerre. Je me suis posé la question en préparant cette émission, quel est mon premier souvenir de la planète des singes? Et comme toi, Xavier, je me suis demandé, est-ce que c'est le premier film ou c'est la série télé? Et je pense que c'est la série télé. Voilà, la série télé a été diffusée avant, il me semble, sur Antenne 2, il me semble. Sur Antenne 2 et sur la 5, moi, en souvenir, j'ai sur oui, la 5. la 5, c'était les films. Mais je pense vraiment que c'est la série télé, parce que alors, j'ai jamais revu d'épisode, j'ai pas de souvenir d'épisode comme vous. J'ai un souvenir par contre de maquillage, enfin pas de maquillage, même de masques très 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 cheap, mais que ça me fascinait même en tant qu'enfant. Et c'est vraiment le premier souvenir que j'ai de la planète des singes, c'est ma fascination pour les costumes des acteurs. Comment ça, cheap? Ouais, désolé. Alors, faut que je prévienne tout de suite, de nous quatre, c'est moi le moins fan de l'univers. Mais si. J'aime l'univers, mais je ne suis pas passionné par l'univers. T'es viré. Et j'expliquerai pourquoi la planète des singes c'est génial quand même. Pourquoi t'es selon viré? moi. Mais et toi, Rémi, parce que toi, J'ai pas fini. Ah oui, Attends, il a pas pardon, fini. XP. Pardon, J'ai pas XP. fini. Donc après la série, en tout cas c'est sûr, j'ai découvert les films sur la 5. Et je les regardais parce qu'il est passé, ils les ont tous passés de semaine en semaine. Ouais, il y avait un Et cycle, ouais. j'ai souvenir d'être parti en vacances avec mes parents dans le Loiret et d'être dans un hypermarché. Ça devait être genre un Radar ou un truc dans ce genre, mais enfin bon, peu importe. Et j'avais vu au rayon librairie, j'avais vu le roman de Pierre Boulle avec la photo de Cornelius sur la couverture, et j'avais demandé à mes parents de m'offrir le roman, et j'avais lu le roman de Pierre Boulle et je l'avais trouvé vraiment super. Ah bah ouais, ce qui est assez différent Oui. de ce qu'on peut retrouver dans la série et dans les films. Mais ouais. Vers quel âge tu disais ça, XP tu l'as lu, Pierre Boulle? 11-12 ans, je pense. Ah, c'est excellent. Tu vois, c'est vraiment le genre de roman... je pense que j'aurais apprécié qu'on nous le fasse lire au collège ou au lycée. Peut-être au lycée, ça aurait été bien. Genre, quand tu abordes un peu le côté social de géopolitique, tout ça. Il y a quelque chose d'intéressant quand tu es adolescent à lire, à découvrir ce livre, je pense. Moi, je pense dès le collège, parce que moi, pareil, le roman, j'ai dû le lire à 13-14 ans. Et je pense que c'est un assez bon âge pour... Je pense que j'ai lu le roman, je suis à peu près sûr que j'avais déjà vu le film quand j'ai lu le roman. Mais c'est assez concomitant. Ouais, c'est très rigolo parce qu'il y a les souvenirs Facebook, vous savez, et j'ai reçu la notification ce matin des souvenirs Facebook. Et il y a 1 an, jour pour jour, j'ai commencé à lire le bouquin de Pierre Boulle. Ah ouais, ok. Ah, tu l'avais jamais marrant. lu avant? Non. Bah, tu me diras, il y a 1 an, t'avais 14 ans, Rémi, non? C'est ça. Oui. C'est mon premier poil. Ça va faire plaisir à Ludo. Qui d'autre veut enchaîner? Ou c'est bon pour les premiers souvenirs? Alors, moi, je veux bien enchaîner, en fait. Alors, vas-y, Grey Pigeon. L'objectif de cette émission, quand Rémi nous l'a proposé, c'était d'essayer d'expliquer pourquoi, selon nous, la planète des singes était géniale. Je t'en ai parlé, Zaius, hors antenne. Pour moi, la planète des singes est géniale en fonction de l'âge. Chaque aspect pour lequel je trouve la planète des singes géniale dépend de l'âge à laquelle j'ai découvert l'œuvre. Donc, j'ai parlé de la série télé tout à l'heure, et j'ai découvert le roman comme vous à l'adolescence, et j'ai été passionné par ce roman, et je pense que c'est probablement le premier roman de science-fiction que j'ai lu, qui a amené à la lecture de beaucoup d'autres romans par la suite. Et si tu me demandais maintenant pourquoi je trouve que La planète des singes est géniale, je dirais que c'est les cinq films originaux. Chacun des films a un aspect différent. Les deux premiers films reviennent sur la peur de la bombe. Le troisième film et les suites reviennent sur le racisme aux États-Unis, l'aspect social, l'aspect sociétal. Et je pense vraiment c'est en tant qu'adulte maintenant que j'arrive à comprendre la portée de tous ces films. Quand je les ai vus quand j'étais adolescent, je pense pas que je saisissais vraiment à quel point ces films étaient importants à l'époque à laquelle ils sont sortis, et à quel point ils étaient presque révolutionnaires. Et à quel point ils sont engagés aussi. Et très engagés, oui. Oui, parce qu'effectivement, la thématique du racisme, elle est là dès le premier film. Mais effectivement, tu parlais de la série télé. Elle est sous-jacente dans les premiers films, mais elle est directe à partir du troisième. Bah, même dans le premier, la question de la ségrégation entre les différentes races de singes, elle est dite de manière vraiment très explicite. Hein.
Il y a notamment le docteur Galen qui s'en plaint auprès de Zira en disant il me semblait que logiquement un chimpanzé pouvait accéder aux mêmes choses qu'un gorille ou qu'un orang-outan. Donc on comprend que c'est pas le cas. Tu pourras mettre l'extrait, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Vous n'avez pas l'air très satisfait de votre travail. Je ne suis pas beaucoup plus qu'un vétérinaire dans ce laboratoire. Vous deviez parler de moi au docteur Zaius, il me semble. Je l'ai fait. Vous n'ignorez pas quel mépris il a pour les chimpanzés. Mais la discrimination raciale a bien été abolie. Vous, une chimpanzé, avez réussi et moi pas. Que voulez-vous dire par réussi? Je fais de la psychologie animale, c'est tout. Je n'ai aucune autorité. Mais de mémoire, c'est aussi dans le roman, ça. Oui, dans le roman, il y a aussi cette idée... ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'ils ont repris du roman de Pierre Boulle. Sauf que dans le roman de Pierre Boulle, c'est un tout petit peu différent, puisque, en gros, dans le film de 68, on comprend que les gorilles, ça représente les militaires, la police, les chimpanzés, ce sont les scientifiques, et ceux qui détiennent le pouvoir politique et religieux, mais les deux vont ensemble, hein, dans la civilisation simienne, ce sont les orang-outans. Alors que dans le roman de Pierre Boulle, la noblesse est composée de gorilles. Donc quand bien même les orang-outans ont du pouvoir, malgré tout, ils sont toujours quand même chapeautés par un gorille. Donc il y a une petite... Mais bon, là je pinaille, hein, je rentre dans les détails, mais effectivement, cette idée de société de caste, dans lesquelles les castes sont abolies, de jure, mais ne le sont pas de facto, ça c'est quelque chose qui était déjà dans le roman de Pierre Boulle, effectivement. En fait, j'étais en train de me dire, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui, parmi nous, si des personnes parmi nous, préféreraient la nouvelle trilogie, par exemple, aux films originaux. Elle est beaucoup moins subtile, la nouvelle trilogie, de ce point de vue-là. Les thèmes sont là aussi. Hein. Vas-y, Rémi, t'as quelque chose à dire là-dessus, je crois. Non, je pense que j'aime autant la saga originale que la trilogie nouvelle. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est sûr qu'elle est beaucoup moins... ouais, comme tu dis, c'est beaucoup moins subtil. Mais en fait, ce qu'elle a d'extrêmement cool, cette nouvelle trilogie, c'est que elle est beaucoup plus intelligente que tout ce qui se fait en matière de blockbuster actuellement. Et c'est pour ça qu'elle est bien. Non, mais pas que ça. Elle parle. De toute façon, chaque film parle de son époque. Ouais. Comme tu l'as très bien dit, Grey et Pigeon, les deux premiers films de la saga originelle, c'est surtout, il y a la peur du nucléaire. Il n'y a pas que ça, mais il y a la peur du nucléaire. Et alors que dans les films suivants, c'est plus les conflits ethniques et raciaux qui sont mis en avant. Mais chaque film parle de son époque. Là, ce qui est le vecteur, la peur, l'objet de la peur dans la nouvelle trilogie, c'est une peur bactériologique. C'est d'ailleurs assez flippant de se dire à quel point les deux sagas, la version récente de la saga Planète des Singes et la version originale, malheureusement, elles sont encore... là on est... Alors, pour les gens qui écouteraient cet épisode des mois, voire des années après qu'on l'ait enregistré, on n'est pas tout à fait sorti du Covid-19 et on est en ce moment quand même dans une situation aussi bien surtout aux États-Unis, mais également en France, une situation où il y a quand même beaucoup de questions de racisme et de violence policière. Donc là, on a les deux, quoi. On a la peur de l'épidémie et puis on a aussi des tensions de choses qui on espérait en être débarrassé. J'imagine que les gens qui ont écrit les films La Planète des Singes dans les années 60-70 espéraient qu'un demi-siècle plus tard on serait débarrassé de tout ça, et malheureusement il y a encore des gens il y a encore des gens qui sont très étroits d'esprit. Il y a vraiment que la guerre nucléaire dont on est débarrassé pour le moment. Pour le moment. Bloody bastard. On parle de subtilité, on a aussi un peu tendance à embellir des choses du passé. Il y a dans La Planète des Singes, dans certains des 5 films, il y a des choses qui sont quand même très full in your face. Hein. Le message est pas toujours très subtil. Des fois, il est quand même... il y a des je pense dans Beneath the Planet of the Apes, donc Le Secret de la Planète des Singes, le deuxième film, la manif anti-guerre, qui est une espèce de... On dirait presque une parodie de manifestation Peace and Love. Bon, c'est pas hyper fin. Hein. D'ailleurs, comment
c'est bien sûr, maintenant j'ai un trou de mémoire, c'est Ted Post qui a réalisé le film, et Ted Post dit que c'est Mort Abrams, que c'était une idée de Mort Abrams, le producteur associé, et Mort Abrams dit que non, c'était pas son idée. En fait, les deux rejettent la paternité de cette scène. Mais bon, bref. Concernant les 3 derniers films de La Planète des Singes, moi je serais curieux de voir comment ils seront perçus justement dans plusieurs années. Parce qu'ils sont le reflet d'une certaine époque, aussi bien d'un point de vue cinématographique que dans les thèmes. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est que le gros point fort de cette nouvelle trilogie, selon moi, ce sont ses effets spéciaux. Ah oui, oui. Souvent, avec le problème des effets spéciaux, c'est que quelques années après, ça vieillit mal. Et je suis curieux de voir comment ce film va vieillir. Je trouve que le premier des 3 est un petit peu vieilli. Il a déjà vieilli selon toi, ouais. J'ai revu la trilogie là, il y a quelques mois, et le 2 et le 3, franchement, ça passe crème. Vraiment, c'est magnifique. Là. Le 3, quand ils sont sous la neige, César, il est souvent magnifié. Tu sais, il y a beaucoup de plans sur lui seul qui bouge pas. Et déjà, dans le deuxième, avec l'eau et tout, ils ont fait des effets vraiment visuels qui sont assez bluffants. Mais le premier, il y a des moments... c'est un peu vieilli, je suis d'accord. Mais même déjà à la sortie de War, donc War est sorti en 2017, il y a 3 ans entre chaque film. Et déjà en 2017, j'avais revu sur grand écran Rise of the Planet of the Apes. Et là, en plus, tu vois, sur grand écran. Et déjà là, donc le film n'avait que 6 ans. Ouais, effectivement, j'avais trouvé qu'il y avait certains passages qui avaient déjà pris une petite claque. Il y a un gros gap entre Rise et les 2 autres. Ouais, ils ont fait. Mais cela dit, déjà, une des grosses différences dans Rise, je crois qu'il y a quasiment aucune scène avec des effets spéciaux qui a été tournée en décor réel. Alors que pour War, c'est quasiment l'inverse. Quasiment tout a été filmé en décor réel. Et ben, ça change tout. Hein. Mais bon, je veux dire, c'est pas. S'ils avaient fait comme ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Je vais être méchant un tout petit peu aussi en disant que les deux films suivants avaient l'avantage de ne plus avoir James Franco. Oh, ça c'est pas. Ça c'était méchant. Non, mais il y a des trucs bien avec James Franco. Alors, pour le coup, en plus, je le trouve plutôt bon dans le film. Non, moi je le trouve bien. Moi, c'était une de mes tristesses de ne pas le voir dans le deuxième. Ouais. Mais en plus, pour moi, James Franco, il est associé à la série Freaks and Geeks. Ah là là. Donc, moi, j'adore cette série. Donc, moi, James Franco, il a. Ouais, pour moi, je trouve qu'il a du charisme. Enfin, moi, je suis content quand je le vois. Moi, je veux bien retémoigner. Si vous avez écouté l'émission où tu es venu quand on parle de Star Wars sur mon podcast, peut-être qu'elle n'est pas sortie encore. Elle n'est pas sortie. Ouais. Après, cet épisode-là, il sortira sûrement à la fin de l'été. Alors peut-être qu'elles sortiront de façon concomitante. Bon, c'est pas très grave. Et donc, je vais juste raconter cette histoire que j'ai raté le bac à cause de la planète des singes. Ah oui, c'est vrai. Oui. La planète des singes, en fait, ça fait partie des films qu'il y avait chez moi quand j'étais enfant. Donc, je me souviens pas la première fois que je l'ai vu. De même que je me souviens pas de la première fois que j'ai vu Terminator ou Star Wars, Dune, tout ça. Donc, je sais que je l'ai souvent vu, mais par contre, lorsque j'ai passé le bac la première fois, du coup, j'étais hébergé chez des amis de mes parents, et en fait, il y avait une chaîne de la TNT à ce moment-là qui diffusait tous les soirs, donc les 5 soirs du bac, la saga originale de la planète des singes. Et d'abord, moi, ça a été la découverte des autres films. Je savais qu'ils existaient, mais je crois que j'avais vu le 2, mais je pourrais pas le jurer. Et du coup, j'avais découvert tous les films. Et surtout, vu que j'étais pas chez mes parents,
personne pouvait me dire quoi que ce soit. Donc les amis de mes parents, ils me disaient t'es sûr que t'as assez révisé là pour demain? T'as quoi? Et du coup, je regardais le film et vers 11h du soir, je me mettais dans le lit et là, je révisais les cours pour être sûr de pas trop me foirer le lendemain. Et du coup, j'ai chié mon bac totalement. Et c'était... Mais je regrette pas parce que sans ça, je pense que je ne serais pas ici ce soir. Parce que ça a été vraiment cette fois-là, ça a été vraiment une découverte des thèmes, de la qualité d'écriture, et puis voilà, je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc qui me plaisait énormément, quoi. Et c'est rigolo, c'est une petite anecdote rigolote. C'est là où tu t'es dit que Planet of the Apes, c'est génial. Ouais. Et pour toi, Zaius, ta découverte? Ah, moi, j'ai déjà raconté. Alors là, je vais faire mon mais rôle. nous, on n'écoute pas ton podcast. Ah bah ouais, écoutez, voilà. Refaites-vous tous les épisodes. Pota. Il y a un moment, je le dis. Non, moi, je suis à peu près sûr que je l'ai raconté. Moi, on me l'avait spoilé, le film. Donc, quand je l'ai vu, je connaissais déjà la fin. Ah, mais c'est marrant parce que tu pars tout de suite sur le premier film. Donc, pour toi, forcément, La planète des singes, en fait, c'est le premier film. Oui. De toute façon, mon podcast s'appelle Cornelius and Zira. Il s'appelle pas Cornelius et Zira. Et c'est pas un hasard. C'est parce que je voulais bien faire le distinguo entre... Moi, je suis fan de Planet of the Apes. J'adore le roman de Pierre Boulle. C'est pas ça que je dis. J'adore le roman de Pierre Boulle, mais c'est pas comparable. Je ne l'ai lu que quelques fois. Je l'ai pas... Alors que le film, je l'ai regardé en boucle. Donc c'est pas du tout, j'ai pas du tout le même rapport, j'ai pas du tout le même affect. Et s'il n'y avait pas eu les films, il y a de fortes chances que j'aurais quand même lu le roman de Pierre Boulle, parce que voilà, j'aime la science-fiction. Imaginons une uchronie où Arthur P. Jacobs n'achète pas les droits de La planète des singes et que ça ne donne jamais rien, ou alors que ce soit acheté, parce qu'il y avait les King Brothers qui n'étaient pas des super producteurs, qui avaient aussi à un moment essayé d'acheter les droits. Donc si ça avait été un nanar oublié de tous, j'aurais peut-être quand même lu le roman de Pierre Boulle, mais je ne sais pas si j'aurais été autant hameçonné par cet univers, quoi. Donc ouais, moi j'ai découvert le film, j'ai commencé par le film avec Charlton Heston et je devais avoir 13-14 ans. Et tu l'as vu à la télé? Ouais, je l'ai vu lors d'une diffusion, à la faveur d'une diffusion télé, mais en fait je l'ai enregistré. Et mes parents sont pas très science-fiction, et donc je l'ai enregistré, mais par contre je l'ai enregistré, je l'ai calé, c'est-à-dire que parce que la VHS, je peux vous dire, je l'ai regardé en boucle, et l'avantage c'est que je l'ai calé donc au moment lorsqu'on voit le petit pré-générique avec la Fox. Et toi, la fanfare de la Fox. Donc moi, je l'ai presque comme si ça avait été mieux que si ça avait été une VHS enregistrée, parce que ça commençait direct. Mais vraiment bien. J'ai appuyé sur le bouton REC au bon moment, quoi. Et donc, je l'ai regardé, je pense, le lendemain, quand j'étais tout seul à la maison, et je l'ai maté plein de fois. Puis en plus, quand j'étais gamin, ça ne me dérangeait pas de regarder un film de manière fractionnée. Tu vois, je regardais 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là, ça ne me dérangeait pas. C'était pareil, moi aussi. Enfant. Et donc, alors après, quand j'étais ado, c'était pas le seul film que je regardais. Voilà, j'avais une petite dizaine de films comme ça, des films chouchous que je regardais très souvent. Et donc, La planète des singes en faisait partie. Et étonnamment, c'est avec la sortie du film de Tim Burton que j'ai pris conscience que j'étais fan de La planète des singes. Je pense que j'avais déjà acheté le coffret VHS, ce qui était déjà, tu vois, un truc que je faisais pas. À la base, je suis quand même plus fan de musique que de cinéma. Et donc, quand j'avais de l'argent, c'était plus pour m'acheter des disques que je m'achetais d'occasion et tout. Enfin, tu vois, j'essayais de bien utiliser mon argent, quoi. Et donc, donc déjà, le fait d'acheter le coffret VHS, de l'acheter neuf à la Fnac, déjà, ça voulait dire que j'étais quand même... c'était important. Je pense que je m'étais acheté une affiche. Et quand le film de Tim Burton est sorti, j'ai eu envie d'acheter tous les magazines qui sortaient avec La planète des singes, qui parlaient de La planète des singes. Alors que moi, la vision du film de Tim Burton m'a permis de me rendre compte que j'étais fan d'Estella Warren et de Chris Christopherson, mais probablement pas de La planète des singes. Oh. Après, ça c'est avant. Acheter tous les magazines, c'est avant de le voir, le film. Ouais. Ah oui, bien Après, sûr. il a brûlé tous les magazines. Non, je les ai toujours.
Figure-toi. D'ailleurs, je suis content parce que je les ai retrouvés, je les ai recherchés en me disant, bon, il y aura bien un moment où j'aurai quand même, où je ferai bien un épisode sur le film de Tim Burton. Donc, je les ai retrouvés. Ah, je l'attends cet épisode. Il y avait l'Écran Fantastique qui avait sorti un hors-série sur la planète des singes et tout. Donc, c'était le début de ce qui avait commencé à alimenter mon petit côté fan de la planète des singes, où je commençais à faire chier les gens, à leur expliquer des trucs sur des anecdotes de tournage qui étaient racontées dans ce hors-série. Puis il y avait aussi dans le coffret VHS, il y avait un petit making-of, enfin un petit documentaire. Donc voilà, quoi, donc je racontais les trucs que je savais sur la planète des singes. Je commençais à casser les couilles des gens sans savoir qu'un jour je ferais un podcast là-dessus, quoi. C'était le podcast en natif. Tu parlais directement aux gens. Ah, exactement. En plus, ouais, ma blague, je disais si on pourrait m'inviter à un dîner de cons et moi, mon truc, ça serait la planète des singes. Votre con, à vous, il est fan de la planète des singes. Il est chiant. Voilà, quoi. Mais cela dit, des fois, tu sais, je me dis, le podcast, c'est un peu la revanche, tu sais, du dîner de cons. C'est la revanche des nerds. Exactement. On a bien pris notre revanche. Donc voilà, ça peut peut-être nous permettre d'enchaîner sur la deuxième question que je voulais vous poser. Donc là, moi, je viens d'y répondre, hein, quelque part. Ah, voilà. mais il y avait d'autres questions. Ah oui. Ah, j'avais pas ouvert le conducteur. Moi, je pensais qu'on avait fini, là. Bon, je reste. What's the trouble down there? Like wild animals, they're smelling blood. Donc là, moi, je vous l'ai dit, mon œuvre préférée, moi, c'est un secret pour personne, hein. C'est le film de 68, le film de Frank Schaffner. Et donc vous, est-ce que vous avez une œuvre préférée qui se démarque dans la saga, ou est-ce qu'il y a un type d'œuvre que vous préférez dans la saga Planète des singes? Allez, on va continuer, on va garder le même ordre. Est-ce qu'on commence par toi, XP? Ouais, je veux bien. Moi, mon film préféré, c'est La Conquête. Parce que je l'ai vu enfant, et cette image des gorilles en tenue rouge, en tenue rouge vif avec des fusils, ça me retournait la tête. Ah, donc vraiment la toute fin du film, quand les singes se soulèvent et renversent le gouverneur. Ouais, surtout qui ressortent bien, parce que le décor, c'est une construction qui est blanche, donc le rouge ressort bien. Les singes qui sont réduits en esclavage et qui se révoltent contre les humains. Après adulte, j'ai compris que c'était une allégorie des émeutes raciales de Watts aux États-Unis. C'est vrai que ce film est génial, XP. Et en plus, c'est un film qui a été réalisé avec encore moins de moyens, et ça se voit pas du tout, quoi. Ouais, très peu de budget. Les deux derniers... Ils avaient un lance-flamme, c'est tout. Le 4e et 5e film ont été réalisés avec très peu de budget, mais ce qui sauve Conquest par rapport à Battle, le 5e film, c'est que en fait, ils ont quasiment tout tourné au même endroit. Donc il y avait quasiment le décor n'a presque rien coûté, et donc contrairement à Battle où ils ont essayé de faire des trucs, et donc ouais, c'est ça qui sauve Conquest, c'est que il a été tourné avec beaucoup d'inventivité. Oui, c'était de mémoire, c'était un complexe commercial qui était en construction, c'est bien ça, hein, qui était déjà construit, hein, mais qui était construit, qui fait très futuriste, justement. Shoot them! Shoot them all! This is a communication center. There's no defense here. If we lose this battle, that's the end of the world as we know it. We will have proved ourselves inferior, weak. And all those groveling cowards who are alive when the battle is over will be the weakest of all. This will be the end of human civilization, and the world will belong to a planet of apes. Et toi, Grey Pigeon, est-ce qu'il y a une œuvre qui se démarque? Est-ce que tu as un préféré? Il y en a une forcément, et je vais en faire abstraction, c'est le premier film que je considère être vraiment le chef-d'œuvre de toute la saga. C'est un excellent film de bout en bout, et tout le reste de l'univers, je considère que c'est en dessous. Mais ça n'empêche pas que j'ai mon petit favori, qui est Escape from the Planet of the Apes, donc le 3e film de la saga originale. Pour
plein de raisons. Et je trouve qu'il y a des images hyper marquantes. Déjà, il y a le tout début du film, quand on voit les cosmonautes arriver et qui retirent leur scaphandre et qu'on voit que ce sont des singes. C'est hyper marquant. Je l'ai vu plusieurs fois le film et je me souviens de la réaction que j'ai eue quand j'étais enfant. C'est exactement la même que celle que j'ai eue quand j'ai vu le premier film, la fin du premier film. Ah, ok. Et j'ai hâte d'entendre la réaction de ton fils, Zaius, quand il verra le début de ce film-là. Déjà qu'ils se demandent comment ils vont bien faire pour continuer la saga. Bon, alors là, ça c'est un peu tiré par les cheveux. Ça l'intrigue. Parce qu'il me dit, ils ont dû bien se creuser la tête. Hein. Il a envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire. Pas trop, en fait. Hein. Et j'adore le ton du film. J'adore le fait que le film soit divisé en deux parties. La première partie très humoristique, où on rigole vraiment beaucoup. C'est une comédie, le début, ouais. Et la deuxième partie qui est atroce. C'est une descente aux enfers. C'est la partie la plus dure. De tous les films, je pense, c'est la partie la plus dure. Ouais. Je suis en empathie le plus avec les deux personnages. Je souffre avec eux. J'ai peur pour eux. Je pleure leur mort à la fin du film. Le fait que le petit César soit sauvé ne suffit pas à me rendre heureux. Je finis le film en larmes à chaque fois. Avec ce salaud d'Eric Braeden. Ouais, tout à fait. Et la fin du film me rappelle beaucoup. Je crois que c'est le deuxième film de l'inspecteur Harry, qui se termine aussi. Oui, il y a un côté. De toute façon, c'est la même époque. Hein. Ouais. Mais je suis d'accord qu'il y a un côté Dirty Harry. Mais je crois qu'on en avait parlé avec Fred quand on avait fait l'épisode sur Escape. J'aime beaucoup aussi la saga des films Inspector Harry. La deuxième partie sur le bateau avec la traque me fait penser à la traque avec les policiers qui est à la fin du deuxième film d'Inspector Harry. Et vraiment, ce film, je le trouve parfait de bout en bout. Alors, c'est un petit budget, hein. Mais il fonctionne bien. Et c'est très étonnant ce changement de ton qui est au tout milieu du film, qui fonctionne très bien. Ouais, mais ça, c'était aussi une volonté de Don Taylor, le réalisateur. Il avait vraiment envie d'avoir ce côté romantique entre Cornelius et Zira. C'est d'ailleurs Escape qui les installe comme les personnages presque les plus importants de la saga. Ouais. Parce et pourtant, dès le début, il y a des scènes tragiques. Hein. La scène avec le gorille au début, elle est très dure aussi. Ah oui, la scène de Milo, elle est pas du tout rigolote. Hein. Mais ça n'empêche pas que ça devient presque gaguesque tout de suite après. Mais je trouve que ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, étonnamment, de tous les films de la saga classique, c'est le plus proche du roman de Pierre Boulle. Ouais. Mais je trouve ce qui est fabuleux, c'est que tout au long des 5 films, en fait, ils ont réussi à adapter le roman de Pierre Boulle en plusieurs films. Puisque, comme tu dis, Les Évadés de la planète des singes, c'est le début avec Ulysse Mérou qui arrive sur la planète Sorora, mais c'est inversé, puisque là, c'est Cornelius Enzira qui arrive chez les humains. Et dans le roman de Pierre Boulle, à un moment donné, il y a une hypnose régressive, il me semble, si ma mémoire est bonne, où il y a un être humain qui se rappelle de comment les singes ont pris le pouvoir, et cette histoire-là sera racontée dans la conquête de la planète des singes. Ouais, tout à fait, c'est très bien vu. Excuse me. Madame Zira, I represent Fur and Feather, a pet magazine. And do you think I'm a pet? Well, yes, I do, rather. Say, why don't you try some? What is it? Well, it's sort of like grape juice plus. Wait, just a sip. Madame Zira, what is your favorite fruit? Grape. Et toi, mon bon Rémi? Alors, en matière de film, alors on va encore se moquer de moi, mais il y a, dans mon podcast, on se moque de moi parce qu'un de mes films Star Trek favoris, c'est Star Trek Insurrection, qui est détesté par les fans de Star Trek, mais aussi par les gens qui n'aiment pas Star Trek. Mon jeu favori de la saga Mass Effect, c'est Mass Effect Andromeda, qui est détesté également des fans de Mass Effect. Et moi, c'est celui que j'aime le plus. Et en fait, parce que ce sont un film et un jeu vidéo qui auraient pu être
géniaux et qui ont eu ce potentiel à un moment de toucher la perfection et qui se sont ramassés totalement. Laisse-moi deviner, donc toi, soit c'est Beanies, soit c'est Battle, c'est ça? Ben, c'est les deux. Ben, franchement, Battle, son seul problème, c'est son manque de budget. Oui. Le scénar est pas génial. Le scénar est pas... Mais il est intéressant. Oui, il est quand même super intéressant. C'est pas le problème de Battle, il y a quand même Paul Williams aussi. Hein. Ouais, il y a Paul je sais pas qui c'est. Il joue le rôle de Laurent Houtan. Ouais, c'est Virgile. Ah, bon, il est cool, Virgile. Ouais, moi je l'aime bien. T'as jamais vu Phantom of the Paradise, Rémi? Non, pas encore. Bah, c'est le même acteur. Avec la même coupe de cheveux. Battle, je le trouve cool parce que on a une société en pleine construction. J'aime beaucoup le thème abordé de apprendre à vivre ensemble. À la fin, tu vois, les gorilles qui pourraient être totalement répudiés, ben, il y a un espoir dans le sens où César il dit non mais c'est bon, lui on le tue mais les autres ils restent. C'est bon, on va faire l'effort de vivre ensemble. Ils essayent d'intégrer les humains, ils essayent de dialoguer dans un premier temps. Enfin, il y a toujours... je sais pas, il y a une forme d'espoir qui naît dans ce film. Alors, j'aime pas du tout la fin, je la trouve très bizarre, mais d'un côté, elle me donne l'idée de... Parce que je reste sur ma... je campe mes positions, mais moi je me demande ce qui va se passer quand Taylor arrivera quelques 700 ans plus tard. Mais je sais pas, ouais, j'aime beaucoup Battle. Et Beanies avec tous ces concepts, les mutants, c'est eux qui... c'est ce film qui découvre les mutants, c'est ce film qui explore vraiment plus l'univers physiquement, la planète et tout. Enfin... Il y a beaucoup de choses et une fois de plus le fait de faire venir un deuxième humain, tu vois, bon c'est dommage ils en ont pas joué mais ils auraient pu faire un truc super cool dans la relation entre Brent et Taylor. Bon ça a pas été exploité. Le personnage de Brent est très mal écrit. Voilà, le personnage de Brent est mal écrit, ouais. Mais il y avait quelque chose, tu vois. Et pourquoi les mutants ils portent des masques? Mais on s'en fout. Ça n'a aucun sens. Dans Beneath, c'est ça le plus gros problème pour moi, c'est que les mutants télépathes, je trouve que c'est déjà un concept, une planète où les humains ont régressé et où les singes ont évolué jusqu'à devenir une société civilisée. C'est déjà beaucoup demandé à accepter aux spectateurs. Alors si tu rajoutes des mutants télépathes, ça va trop loin. Ouais, mais si t'avais pas eu Beanies, t'aurais pas eu Terror. Qui, pour le coup, Terror est une œuvre magnifique et géniale, dont on parlera plus tard. Oui et non, parce que donc oui, Terror on the Planet of the Apes, donc c'est un run de comics qui était paru dans Planet of the Apes magazine, qui était publié par Marvel, et ça se pourrait qu'on en parle très bientôt. Mais petit truc important, c'est que Doug Munch donc a écrit absolument tous les scénarios de toutes les histoires, y compris les adaptations en comics des films, parce que les 5 films de la saga classique ont été adaptés en comics. Et il y a eu également des novélisations. Il n'y a que le premier film, le film de 68, qui n'a pas été novélisé, je pense, par rapport à Pierre Boulle. Ils n'allaient pas sortir un roman qui s'appelle Planet of the Apes alors qu'il y avait la planète des singes existait. Mais sinon, les 4 autres films, les 4 suites ont été novélisés. Mais j'en reviens à Doug Munch. Il n'avait pas vu les suites. Il avait vu le premier, mais il n'avait pas vu les suites, et ça explique pourquoi il y a de grosses différences entre les versions comics et les films. C'est parce que lui, il a travaillé sur base des scripts, mais il n'avait pas vu les films. Donc, en fait, ce scénario Terror, c'est vrai que dans Terror on the Planet of the Apes, il y a des liens assez proches, il y a des choses qui semblent être des parallèles avec Beneath, mais en fait, ça se pourrait qu'il n'y ait aucun lien, en fait. Ouais. Il y a un lien à faire avec Jack Kirby qui avait fait Kamandi chez DC à l'époque, parce que suite au succès des films La planète des singes, je crois que Kamandi doit sortir à partir de 72, quelque chose comme ça. Alors on lui demande de faire une histoire sur une planète avec des singes ou avec des animaux où l'humanité a disparu, et il n'avait vu aucun des films. Il a fait toute une série de comics comme ça, sans avoir vu les films. Et sans avoir la licence Planète des singes, évidemment. C'est excellent. Oui, bien évidemment. Quand bien même, je crois que c'est sur la toute première cover, on voit la Statue de la Liberté. Exactement. Alors ça, je pense l'imagerie devait déjà faire partie de
dans l'inconscient collectif. Donc, sans avoir vu les films, je pense que cette image devait quand même avoir... il avait déjà dû la voir. Le final avec la Statue de la Liberté, il y a plusieurs personnes qui en réclament le... Paternité. Voilà, je voulais pas utiliser ce mot-là, mais je n'en trouve pas d'autres. Mais en fait, ça se pourrait que ce soit aucune des personnes qui a travaillé sur la planète des singes, parce que dans les années 50, il y a un roman qui est sorti, et la couverture du roman, c'est la Statue de la Liberté, juste la tête qui dépasse, qui est enterrée. Donc ça se trouve, toi, sans que ça ait été fait de manière consciente. Pour moi, je suis à peu près sûr que c'est Rod Serling. Donc. Mais Arthur P. Jacobs a dit que c'était son idée à lui. Et bien sûr, j'ai un trou de mémoire. Un des réalisateurs qui a été longtemps pressenti pour réaliser le film, et puis qui finalement, c'est Blake Edwards, qui finalement a jeté l'éponge. Donc lui, il dit que c'est au cours d'un repas avec Blake Edwards qu'ils ont eu l'idée. Mais moi, je suis quand même à peu près sûr que c'est Rod Serling qui a eu l'idée. Mais parce que ça fait quand même très 4e dimension comme final. Même de toute façon, c'est des personnes qui, lors de l'écriture de leur film, mangent, vivent et dorment presque tous ensemble en permanence. Donc, ils s'influencent les uns les autres. On saura jamais vraiment le fond de l'histoire, mais tu vois ce que je veux dire. Alors, ce qui alimente la thèse Arthur P. Jacobs, c'est que dans une interview, Rod Serling, tu vois, on l'a dit à Rod Serling et il n'a pas démenti. Pour beaucoup de gens, ça a été plutôt perçu comme une marque d'élégance de la part de Rod Serling, en disant bon, allez, s'il y tient vraiment, je lui laisse, quoi. Mais tu vois, genre bon, c'est lui le producteur. Et c'est vrai que sans Arthur P. Jacobs, il n'y aurait jamais eu la planète des singes au cinéma. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui interprètent ça. Le fait que dans une interview, Rod Serling n'ait pas démenti que l'idée vienne de Jacobs, je pense que moi, moi, je suis de cet avis-là que c'était quelqu'un de très élégant et que voilà, quoi, qu'il allait pas, par presse interposée, dire mais non, c'est mon idée. Mais moi, je suis sûr que c'est la sienne. Il te remercie pour cela. Alors j'aimerais bien revenir sur cette histoire d'interview de Rod Serling. Donc l'interview dans laquelle il a parlé de l'origine de l'image de la Statue de la Liberté à la fin de La planète des singes. Je voudrais quand même donner plus de précision, parce que dans Cornelius Enzira, on tient à être précis. Bon, en plus, j'en avais un peu parlé dans l'épisode crossover enregistré avec mes amis James et Faye de Comics Discovery, donc épisode qui était consacré au comics Planet of the Apes Visionaries, qui avait été scénarisé par Dana Gould d'après le scénario écrit par Rod Serling. Bon, pour en savoir plus, je vous invite à consulter les notes de cet épisode, vous y retrouverez le lien, ou bien à aller sur dr-zaius.lepodcast.fr. Donc, qu'a bien pu dire exactement Rod Serling dans cette interview donnée à Ciné Fantastique en 1971 à propos de la conclusion du film. Alors, je vais vous lire ce qu'il a dit, traduit par mes soins. Je voulais utiliser la fin du livre dans le film tout autant que j'adorais l'idée de la Statue de la Liberté. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait de mon idée. L'intervieweur, il a rebondi là-dessus en disant à Serling « De toutes les interviews que j'ai faites à ce sujet, je commence à croire que la fin du film est en fait la combinaison de 4 ou 5 personnes qui ont pensé la même chose plus ou moins au même moment. » Ce à quoi Serling a répondu « C'est fort possible. » Bon, il faut dire que dans Ciné Fantastique, Arthur Jacobs, lui, il avait raconté qu'il s'agissait d'une idée qu'il avait eue au cours d'un repas avec Blake Edwards, qui, comme je l'ai dit, était à ce moment-là supposé diriger le film. Sauf qu'à ce sujet, Mort Abrahams, producteur associé de Planet of the Apes et proche de Jacobs, est clair. Il n'a jamais entendu parler de cette histoire. Pour lui, ce serait bien l'idée de Rod Serling. Là où je voulais en venir aussi, en parlant des adaptations en comics et des novelisations, je suis d'accord que, en fait, Battle for the Planet of the Apes, la novelisation, je ne sais pas si tu l'as lu, Rémi. Et pas encore, mais tu m'as bien donné envie. C'est une des meilleures. Celle de Conquest, la novelisation de Conquest est chouette aussi, mais celle de Battle, elle est d'autant mieux qu'elle laisse entrevoir ce qu'aurait pu être le film. Ouais. Moi, je maintiens qu'il y a quand même des petits problèmes de scénario, mais c'est clair que le plus gros problème, c'est le budget. Et ça, dans la novelisation, le problème de budget, tu ne l'as pas. On reviendra là-dessus quand on parlera de terreur. Il n'y a pas de problème de budget. On peut y aller. Ouais, non, là... La terreur, c'est vraiment... Budget maquillage, pas de problème. No limit. Mais c'est pour boucler la boucle, moi je dois reconnaître que, voilà, comme toi, Grey Pigeon,
Voilà, c'est le film de 68, mais je reconnais que je prends énormément de plaisir à lire les novélisations, les adaptations. Je pense que c'est ce qui me fait... De toute façon, je suis toujours heureux dès que quelqu'un s'approprie cet univers, le retravaille, le remâche, ça me plaît. Mais c'est vrai que c'est avec grand plaisir que je lis les novélisations. Et là, c'est valable aussi bien pour les films, la série télé et la série animée. Voilà. Là, pour moi, le summum de la novélisation La Planète des Singes, c'est la série animée. Mais peut-être c'est juste parce qu'il y a un tel écart entre la série animée et ce qu'on peut lire dans la novélisation qui est vraiment excellent. C'est peut-être ça aussi qui voilà, Battle, pour moi, c'est on va dire, celui que j'aime le moins, c'est Beneath, mais objectivement, le moins bon, c'est Battle. Et donc on va dire que c'est peut-être là où il y a le plus gros écart en fait entre la novélisation et le film, j'ai envie de dire le produit fini. mais donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui joue, hein. Parce que pareil, moi, je sais que toi tu les as moins aimés, Rémi, mais les novélisations des épisodes de la série télé, moi je les aime bien. Mais vraiment ceux qui valent le plus le coup, où il y a vraiment une valeur ajoutée à lire la novélisation, c'est Battle et la série, les novélisations des séries animées, parce qu'ils rajoutent des choses, il y a plein de choses qui ne sont pas à l'écran. Donc ça c'est d'autant mieux. Et vraiment, la série animée, l'auteur, c'est William Arrow, je crois. J'espère que je dis pas de conneries. Ouais, non, il va même jusqu'à inventer des personnages qui sont pas dans la série, à rajouter des arcs narratifs, quand bien même tous les épisodes n'ont pas été novélisés, mais il a rajouté des trucs et tout, c'est excellent. Je recommande chaudement la lecture de la novélisation de la série animée Planète des Singes. Pour aller encore un coup dans ton sens, je l'ai à la maison, cette novélisation, et j'ai juste commencé à la feuilleter vraiment pour voir ce que ça donnait, parce que j'ai beaucoup de retard dans mes lectures, et en fait le soir où je l'ai feuilleté, je suis resté bloqué jusqu'à m'endormir devant, tellement je trouvais ça cool. Donc c'est que ça marche. Mais néanmoins, il y a une autre œuvre que je voudrais citer. Tu vois, tu me dis, c'est quoi que t'as préféré? Ben, en fait, j'ai tout préféré. Mais il y a un autre truc que je voudrais citer, c'est le fameux livre Tales from the Forbidden Zone, que j'ai terminé hier soir au moment où on enregistre, qui est un recueil de courtes nouvelles d'une vingtaine de pages chacune. Entre 20 et 30 pages, ouais. Un truc comme ça. Et dans laquelle on a une exploration de l'univers entier. On a la seule chose qui n'est pas explorée, si je dis pas de bêtises, c'est l'univers de Tim Burton, parce qu'il me semble qu'il se passe quelque chose. Non, dans la nouvelle trilogie non plus. C'est que la saga classique. Ouais, que la saga originale. Il y a un petit peu de la série animée, un petit peu de la série TV. Il y en a 2-3 de la série TV. Et vraiment, c'est écrit d'une qualité assez incroyable. Ce sont de grands auteurs, pas forcément que de SF d'ailleurs, ce sont de grands auteurs tout court qui ont écrit ces nouvelles. Et c'est absolument génial. Ça, c'est vraiment l'œuvre que j'ai lue, après la saga de films et la série télé. Ce que j'ai préféré jusqu'à présent, j'ai pas tout lu, hein, loin de là, et je suppose que j'aurai pas tout lu d'ici la fin de ma vie, c'est Tales from the Forbidden Zone. Mais ça demande une connaissance de background, mais pas tant que ça non plus. Et on vous invite bien évidemment à écouter l'épisode 22 de Cornelius and Zira, qui était dédié. T'as une liste de tes épisodes sous les yeux ou quoi? Comment tu connais le numéro à chaque fois? Là, je le dis de tête. Non, des fois, je sais pas, mais là, je le dis de tête. Ça se trouve, c'est pas ça. Zayus s'endort avec ses épisodes tous les soirs. Oh, ce soir, je vais m'écouter lequel? Le 12, là, j'aime bien. Ah non, pas celui-là, il y a Fred, j'aime pas. T'en as la moitié qui sont éliminés. Caesar. Your people weakened our city by rebelling against your human masters. But we who survive will create a new race. And you and yours will be brought low. And you shall learn again what it is to have a master. Ha!
You're learning already. Clever ape. Oh, no. Ape. Clever ape. But then you always were clever. I was told how you chose your own name. But every Caesar must have his Brutus. Did you know that? Ape. Do you understand that? Ape! And now Ape City is about to lose its king. No, Cope, no! Now fight like apes! Maintenant qu'on a dit pourquoi, enfin, est-ce qu'on a vraiment dit pourquoi Planet of the Apes c'est génial? Non, ça prend trop de temps. Parce que, c'est drôle, c'est qu'on a autant dit pourquoi c'était génial que autant pourquoi il y a des défauts. On a tous cité les défauts. Moi, je l'ai pas dit, moi. Ouais. J'ai pas compris ce que t'as dit, Xavier. T'as dit quoi? Moi, j'ai pas dit pourquoi je trouvais ça génial. Alors, XP, dis-nous pourquoi la planète des singes c'est génial. Moi, je trouve que la planète des singes, c'est génial parce que c'est une histoire qui transcende les générations, quoi. Moi, je l'ai découvert enfant. J'aime toujours ça. J'aime toujours la saga adulte. Je me rends compte que les enfants qui, comme ton fils, par exemple, qui découvrent aussi la saga, même s'il est un peu influencé. Je vois pas de quoi tu parles. Un petit peu. Je pense qu'il a très peur de perdre son héritage. Ça se sent à l'écoute. Il adore aussi, et ce qui me fascine, moi, c'est le côté, c'est de voir ces singes avec la façon de Roddy McDowall de marcher, de s'exprimer, de ses postures, et la façon qu'ils ont de marcher, les costumes. Le côté fable, moi le côté fable me fascine parce que j'aime beaucoup la science-fiction, et dans la science-fiction il y a deux courants. Il y a le courant qui est purement entertainment, pour se divertir, et il y a la science-fiction aussi qui se pose des questions sur la société, d'où on vient, qui on est, où on va, et la planète des singes c'est vraiment le mix des deux. Pour moi c'est un univers qui est réaliste dans sa diégèse, même si ce que ça raconte dans notre univers c'est pas réaliste. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire faire le plus vrai possible pour que ça fonctionne. Et c'est ça que j'aime dans la planète des singes, c'est les maquillages de John Chambers, qui sont vraiment fabuleux. Même dans la version de Tim Burton, les maquillages de Rick Baker sont fabuleux. Ouais. Ils sont vraiment à tomber, quoi. Et c'est une autre façon d'interpréter les singes. J'ai un peu plus de mal avec la nouvelle trilogie et la motion capture, parce que justement ils veulent faire le plus réaliste possible, et là c'est là où moi ça me perd. Et ce que j'aime aussi, c'est que voir les films, ça m'a permis de lire le roman, et de comprendre, en lisant le roman, j'ai compris un peu déjà enfant, ce que voulait faire Pierre Boulle, parce que c'est une dystopie, mais en même temps c'est une fable. Et l'idée de prendre des singes pour montrer les travers de la société, c'est vraiment une idée géniale, parce que comme Ulysse Mérou le dit dans le film, c'est que les singes, ils imitent. Il y a cette idée d'imiter l'homme. C'est marrant, en plus, t'as dit le film au lieu de dire le livre. Ah, bah ça c'est une spécialité chez moi. Non, mais je pense que moi, je vois ça comme un lapsus révélateur, c'est qu'il t'a tellement parlé que t'as des images dans la tête, quoi. Quand bien même, il y en a pas. Yeah. Mais alors juste, t'as utilisé le terme diégèse. Est-ce que tu veux définir le terme diégèse? Parce que peut-être ça parle pas à tout le monde. En fait, la diégèse, c'est l'univers, c'est tout ce qui est l'univers d'une œuvre. Sa politique, ses personnages, ses codes, ses lois, l'exemple le plus frappant, c'est peut-être d'expliquer par le biais de la musique.
parce que la musique diégétique qu'on entend dans un film, c'est la musique qui fait partie de l'univers, c'est-à-dire que c'est la musique qu'entendent les personnages ou qui sont joués par les personnages, contrairement à la musique extra-diégétique qui est de la musique illustrative, qui est composée pour le film et qui est là pour renforcer des éléments du film. Ouais, t'as bien fait d'utiliser ce biais-là. Je pense que c'est effectivement le meilleur moyen pour comprendre le terme. À partir du moment où une œuvre est cohérente dans sa diégèse, pour moi, elle est réaliste. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire... c'est confondre réalisme et réalité. Pour moi, c'est deux notions qui n'ont absolument rien à voir au cinéma. On peut très bien avoir un film de science-fiction qui est réaliste parce qu'il est cohérent dans son univers, et vouloir absolument réaliser ou produire des films ou des œuvres qui sont le plus proche du réel possible, pour moi c'est une erreur. Mais c'est d'ailleurs en cela que quand je disais que la nouvelle trilogie elle est révélatrice de son époque et également donc d'un point de vue cinématographique. C'est vrai qu'on est dans une période, alors là j'invente rien en disant ça, on est dans une période où même même les films de super-héros, il faut qu'il y ait des préquels pour qu'on ait une explication, il faut que c'est l'air plus réaliste. Je suis pas nécessairement en désaccord avec ça, parce qu'il y a des fois où ça fonctionne bien, tu vois, genre, moi j'adore Dark Knight de Nolan, voilà, c'est essayer de donner une approche qui plutôt réaliste de l'univers de Batman, qui, alors là je parle sous le contrôle de Grey et Pigeon, j'espère ne pas trop dire de conneries, mais l'univers Batman il est pas nécessairement réaliste dans les comics, non? Alors, en fait, l'univers Batman dans les comics, ça n'existe pas. Chaque époque a son univers Batman. Ouais, les comics dans les années 60 ressemblaient à la série télé 66, complètement loufoque. C'était très hard-boiled dans les années 40. Donc en fait, chaque époque a son Batman. Donc le film de Nolan reflète très bien l'époque. On est une époque post-11 septembre, dans lequel le terrorisme, le Joker est représenté comme un terroriste, c'est l'époque qui veut ça. Mais même cette approche de le fait qu'il faut des origin story, qu'il faut une explication à tout, qu'il faut que ça ait l'air crédible, c'est ça en fait. Oui, voilà, c'est ça, qu'il faut que ça ait l'air crédible, alors que quand on voit pour rester sur l'univers de Batman, quand on voit les deux adaptations de Tim Burton de Batman, c'est vrai que d'un point de vue réel, c'est des adaptations complètement fantasmagoriques et irréelles, mais pourtant dans leur univers, elles sont réalistes. Parce que elles sont cohérentes avec l'univers de Tim Burton. Voilà, c'est ça, exactement ça. Elles sont cohérentes, c'est un univers cohérent dans le film. Il n'y a pas besoin de dire « Ah bah oui, moi j'ai fait mieux parce que moi, regardez, ça colle plus à la vie réelle. » Pour moi, c'est pas un argument pour moi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec les singes, les singes de la nouvelle trilogie en CGI qui veulent faire absolument le plus réaliste possible. Pour moi, on perd le côté fable et fantastique. Le fait de voir des singes qui collent le plus possible à la réalité, pour moi, ça me sort du film. Ça me sort complètement de l'esprit de Pierre Boulle, de l'esprit des films d'origine et même du film de Tim Burton. Mais les nouveaux films ne sont pas faits pour que tu sois nostalgique des anciens films. Oui, mais pour moi, ça prend pas l'histoire. L'histoire, j'arrive pas à rentrer dedans. Okay, donc le jour où on les traitera dans Cornelius and Zira, faut pas que je t'invite alors. Faut m'inviter pour le film de Tim Burton. Bah ça, y a pas de problème. Si on le fait, je veux bien t'inviter. Sans si je le fais, il y aura Faye, forcément. Je peux pas le faire sans elle. Ouais. Mais ouais, non, t'es le bienvenu. Let's go. Which direction? That way. Any particular reason? None at all. Maintenant qu'on a expliqué pourquoi La planète des singes est géniale et qu'on a parlé de nos œuvres préférées dans cet univers, vous n'êtes pas sans savoir que la Fox a été rachetée par Disney. D'ailleurs, ça s'appelle même plus la Fox, ça s'appelle la 20th Century Studios, c'est ça? Ou 20th Century tout court? En tout cas, ils ont enlevé le Fox. Donc, quelle direction vous aimeriez voir la saga prendre? Et
quand je pose cette question sur l'avenir de la saga, on n'est pas obligé d'être réaliste. On pourrait articuler ça sur deux pistes. Quel avenir envisageable, on va dire, quel avenir réaliste vous souhaiteriez? Et puis, s'il n'y avait absolument aucune contrainte, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la planète des singes, quand bien même il y a peu de chances que ça arrive un jour? Grey Pigeon, est-ce que tu as envie de commencer? Ouais, j'ai envie de commencer et j'ai envie de dire d'emblée que je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'un univers sans limite dans l'univers de la planète des singes, ça existe. C'est dans les comics. Et pour moi, c'est là que je vois le futur de la franchise. J'avoue que de nouveaux films Planète des Singes, je suis pas excité plus que ça. Je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire. A priori, on a déjà eu les préquels. Ce qui me fait peur même, ce serait de voir des remakes. Et j'en ai pas envie. Donc j'aimerais que l'univers continue à grandir au sein des comics. Pour le moment, la licence comics appartient à Boom, si je ne me trompe pas. Ouais, Boom Studios. Ouais. Je ne sais pas si ça va changer avec le fait que justement Disney a racheté la Fox et donc en théorie, donc l'univers de la planète des singes devrait appartenir à Marvel. Ah mais ouais, et ça pourrait revenir chez Marvel. J'avais pas pensé à ça. Donc je sais pas si le deal avec les comics c'est probablement séparé, mais je sais pas, c'est probablement limité dans le temps. Je sais pas si dans le futur Marvel va récupérer la licence. Ça m'étonnerait pas. Et pour les romans, la licence appartient à qui? Titan Books. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup Rich Anglais l'avait dit, ils ont beaucoup de choses à chaque fois qu'ils veulent faire un livre, ils doivent demander à la Fox ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils doivent montrer ce qu'ils ont fait avant de le faire. Et donc probablement que Boom a les mêmes conditions. Ouais, les mêmes restrictions. Ça peut sauter. Pour l'instant, on va pas se mentir, les comics que sortent Boom sont sympathiques, mais sont pas révolutionnaires. Je sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis, Zaius. Il y en a des moyens. Bon après, voilà, je suis pas objectif. Hein. Il y a très peu de choses dans l'univers Planète des Singes que je trouve pas bon. Mais il y a pas grand-chose de génial. On peut être d'accord là-dessus. Il y a des trucs assez chouettes. Moi, j'aime bien tout le run sur Ursus. Ouais. Je le trouve vraiment chouette. Le run de Hardman est plutôt bon. De Gabriel Hardman et Corinna Bechko. J'ai pas trouvé ça fou, mais j'ai bien aimé. Je sais que j'ai apprécié de les lire et que un de ces jours j'aurais bien envie de les relire pour faire un épisode dessus. Ça, je pense que ça sera avec plaisir. C'est plus au niveau des crossovers. Autant le crossover Star Trek, et je dis pas ça parce que t'es là, Rémi. Le crossover Star Trek est vraiment bon. Ah, il est vraiment bien. Il est vraiment chouette. Ah oui, il est superbe. Et pour le coup, la théorie du voyage dans le temps entre le 2 et le 3, elle est vachement plus crédible en prenant ce crossover en compte que... dans l'univers Star Trek, ça marche super bien. Ouais. J'aurais pas pensé, en le lisant, bon, je connais très mal l'univers Star Trek, mais je ne m'attendais pas à ce que les deux univers s'imbriquent aussi bien ensemble. Ouais, ça a bien fonctionné. Mais de tous les crossovers que j'ai lus, c'est de loin le meilleur. Mais parce que probablement, effectivement, ce que tu allais dire, Rémi, excuse-moi, je t'ai coupé, mais parce que ce sont des vrais spécialistes d'univers Star Trek. Les frères Tipton, quoi, ils sont excellents dans ce qu'ils font dans les comics Star Trek. Il y a les comics Star Trek, c'est relativement moyen, hein, je vais être honnête, mais ce que font les frères Tipton, c'est génial, tout simplement. Et ce crossover est vraiment très très bien écrit et vraiment chouette, et on sent la passion des gars. A priori, moi, les crossovers, c'est pas ce que j'aime dans le comics. Sur la planète des singes, j'en ai eu plusieurs. Il y a eu Green Lantern aussi, il y a eu Tarzan. C'est vraiment... Moi, franchement, Green Lantern, pareil, je connais pas l'univers, donc ça m'a pas du tout parlé. Celui Tarzan, c'est pas fou. Pareil, il y en a un avec King Kong. Ah, c'est pas génial. C'est dommage, il avait l'air chouette. Les couvertures sont rigolotes. Je l'ai pas lu, celui-là. Les couvertures sont géniales. C'est vraiment, les couvertures, elles sont superbes, mais c'est le seul truc qui est bien. Mais pour en revenir sur le futur, comme je le disais plus tôt, dans les comics, on a un budget limité. Donc, s'il y a une volonté éditoriale, s'il y a un bon artiste et un bon auteur, il n'y a pas de raison qu'il y ait de mauvais comics Planète des Singes. Donc, pour moi, le futur de la licence, il est là. Il peut être là, en tout cas. Pour rebondir sur ce que tu dis, ça rejoint parfaitement, à chaque fois qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses du rachat de la Fox par Disney? Parce que voilà, ça veut dire qu'il va y avoir, et surtout que Disney a annoncé que, donc on l'a déjà dit, hein, les franchises de la Fox que Disney veut absolument relancer, c'est Alien, et enfin relancer, en même temps elles n'étaient pas arrêtées, mais ils ont clairement dit qu'ils allaient continuer, c'est Alien et La planète des singes. Ah oui, d'ailleurs... Vas-y, Rémi. Pardon, juste, non, mais dans les films que j'aime beaucoup et qui sont pas aimés, Alien 3,
tu vois. Ah, moi je l'aime bien, le film de... Je l'aime bien, moi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est... Mais c'est parce que t'es cool. C'est un film malade. C'est un film très malade, mais qui a des qualités. Mais moi, là où je suis content, le fait que Disney ait racheté la Fox et qu'ils aient annoncé qu'ils voulaient continuer La Planète des Singes, c'est... En fait, ça rejoint ce que tu dis, Grey Pigeon, c'est que... je m'en fous. Si, bien sûr que les films, je vais avoir des attentes, et bien sûr que j'irai les voir ventre à terre au cinéma, ça c'est évident. Mais ce qui me fait le plus plaisir dans cette histoire, c'est que ça veut dire que tant qu'il y aura des films, l'univers à côté continuera. Potentiellement, les comics continueront, et potentiellement, il y aura encore des projets comme Tales from the Forbidden Zone, ou les romans de Drew Gasca, donc des choses qui continueront à explorer l'univers classique de La Planète des Singes, parce que clairement, moi, c'est ce que je préfère, c'est l'univers classique. Et donc, voilà, tant que l'univers existe, c'est tout ce que je demande. Tant que je veux que ça continue à exister. Si le film est bon, c'est du bonus, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais le fait que Disney veuille continuer La Planète des Singes, pour moi, c'est l'assurance que l'univers, que les à côté vont continuer. Enfin, ou en tout cas qu'ils ont une chance de continuer, parce que je ne pense pas, voilà, on en avait parlé quand on avait fait l'épisode sur When Worlds Collide, et je ne me rappelle plus le numéro de l'épisode, Rémi. Mais de tête, ça doit être le 25. C'est possible, ouais, c'est possible. mais tu as raison de te soucier de ça, je pense, Zaius, parce qu'il n'y a pas de fatalité à ce que l'univers continue ad vitam aeternam. Des univers qui ont beaucoup de succès et qui disparaissent, ça existe. On parlait d'un crossover entre La Planète des Singes et Tarzan, mais Tarzan, on n'en voit plus de film Tarzan. C'est vrai. L'univers Tarzan, il est moribond actuellement. Et ça reviendra peut-être un jour. Mais on a parlé de Terror on the Planet of the Apes et de Planet of the Apes Magazine. Le magazine se vendait bien, hein. Et ils ont arrêté quand bien même il y a plusieurs arcs narratifs qui n'étaient pas terminés. Et bon, ils avaient terminé les 5 films, les adaptations avaient tout été publiées. Parce que juste pour préciser pour les auditeurs qui seraient un peu perdus, Planet of the Apes Magazine est paru entre 1974 et 1977. Et donc c'était pas des histoires complètes, à chaque fois c'est des histoires à suivre, et donc il y avait plusieurs fils rouges, mais à chaque fois quasiment dans toutes les issues il y avait les adaptations des films et d'autres histoires originales à côté, dont le run Terror on the Planet of the Apes. Et en fait en 77 ils ont arrêté tout simplement parce que c'est Abjak, donc la société de production qui détenait les droits, qui était trop gourmande en fait. Ils demandaient trop à Marvel. Donc la licence coûtait trop cher à Marvel, et Marvel a préféré arrêter la publication de Planet of the Apes Magazine, quand bien même ça se vendait plutôt bien. Aujourd'hui, je crois que les Boom Studios, je pense pas que ce soit grâce à La Planète des Singes qui gagnent leur vie, hein. Donc effectivement, si demain il n'y a plus de films, il y aura plus de comics, quoi. En plus, Boom, c'est une compagnie qui a longtemps vécu sur ses licences et qui se diversifie énormément en ce moment, avec beaucoup de créations originales. Donc peut-être qu'ils vont décider de lâcher les licences et soit de la redonner à Marvel, parce que Marvel, pour le coup, elle s'est relancée dans des licences comme Conan, par exemple. Ou alors la laisser à d'autres compagnies, par exemple Dynamite, qui est spécialisée dans les licences exactement, pourrait faire un bon candidat pour reprendre La Planète des Singes. Ah mais pareil, Dynamite, alors pareil, là je parle, j'ai cru comprendre que c'était pas fou ce qui sortait chez Dynamite. C'est du comics de licence. Ça dépend. Voilà, ça se vend parce que c'est de la licence. C'est souvent de jeunes auteurs, de jeunes artistes qui se font les dents sur ces comics-là. Il y a de bonnes surprises de temps en temps, mais c'est souvent pas exceptionnel. Ouais. Il y a IDW qui fait des bons trucs de licence des fois. Aussi, ouais. Notamment Star Trek. Battlestar Galactica, ça sort chez Dynamite, et d'après ce qu'en dit Draven dans Galactifrac, donc un podcast dédié à l'univers Battlestar Galactica, d'après ce qu'il en dit, c'est pas génial ce qui sort chez Dynamite. Mais Draven, il y connaît rien à Battlestar. N'oubliez pas, 5 étoiles sur iTunes, hein, pour le podcast de Draven. Sur Tipeee. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, vous ne pouvez pas comprendre. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Draven lui-même ne comprend pas pourquoi on fait ça. Il a jamais été autant cité dans son absence. Ouais, mais c'est marrant. Bon, alors, on a beaucoup dérivé. XP, quel avenir tu aimerais on peut partir loin. sans limite.
Vas-y, t'as le droit. Là, tu peux partir dans les fantasmes nerds les plus échevelés. J'ai vu sur Internet une image d'un artiste. C'est un dessin, on dirait Cornelius, avec un uniforme de Star Trek. Donc moi, je rêve de voir un film, peut-être un univers miroir, ou une suite de la planète des singes, où les singes feraient partie de la fédération et vogueraient dans les étoiles à bord de l'Enterprise. On m'avait pas dit, moi, qu'il fallait être Fayot dans ses choix, parce que XP qui brosse le poil de Zaius et de Rémi dans la même réponse, c'est fort quand même. Non, mais vraiment, ça me plairait énormément, ça. Moi, j'aimerais bien une fanfiction là-dessus. Tiens, c'est bizarre. C'est le genre de choses, typiquement, qu'on pourrait voir dans les comics, c'est ça. Je prêche un peu pour ma paroisse. La preuve, on l'a vu. Ça existe. Ouais. Ça existe. Mais c'est vrai qu'en plus, cette image est vraiment très jolie. Et ça, de suite, t'as l'univers qui est très... Et ça, alors, il y a un immense orage chez moi, je vais fermer les volets. Ah, excusez-moi, je reviens de suite parce que j'ai cru que tu tapais sur ton clavier. Non, c'est affreux, je reviens. Désolé. Je n'y comprends rien. Du tonnerre, des éclairs et pas de pluie. Une nuit couverte. C'est d'étranges luminosités. Et pourtant, il n'y a pas de lune. Et alors, ce que je trouve complètement fou, et alors, bon, voilà, j'ai fait un gros clin d'œil, mais en gros, oui, je suis en train, moi, d'écrire pour la toute première fois de ma vie une fanfiction qui mêle les deux univers. Et ce que je trouve complètement incroyable, et ça fait peut-être partie de ma folie intérieure, là, de ma bipolarité, c'est que l'univers de la planète des singes, du moins la saga originale, est extrêmement nihiliste, négative. Oui, c'est pessimiste, oui. On est de la merde, on sera de la merde et on sera toujours de la merde, quoi. Le premier film, dès les premières minutes, donne le ton d'ailleurs. Hein. Le monologue de Chuck est assez parlant. Et la dernière image de Battle aussi. Hein. Non, c'est l'anti-Star Trek, hein, c'est clair. Ah ouais, voilà. Et alors que Star Trek est extrêmement positive. Et du coup, alors je suis pas du tout un auteur ou quoi que ce soit, mais j'ai du mal à arriver à concilier les deux univers. Alors via certains personnages comme Zira, Cornelius, c'est très facile parce que Zira et Cornelius sont très trekiens. Zira un peu moins, mais Cornelius, Cornelius, c'est un personnage de Star Trek. Mais il y a d'autres trucs, tu vois, c'est compliqué. Donc comment faire ça, ça peut être super super cool et super intéressant. Autre avenir que j'aimerais bien voir, c'est que en discutant tous ensemble, ce qui est remarquable, c'est qu'on a tous découvert la saga à la télévision. C'est vrai, t'as raison, XP. On vit un âge d'or, en tout cas, du service de streaming en ce moment. L'univers de la planète des singes pourrait très bien s'y prêter. Oui, c'est là où je veux en venir. On a tous, à part Rémi qui l'a découvert à l'âge de passer le bac, mais sinon on a tous vu enfant les films et la série à la télévision. Les films et la série ne sont plus diffusés à la télévision, et justement comme Disney a racheté la saga Planète des Singes, ça serait peut-être pas mal que Disney intègre les films et la série sur Disney+, pour justement faire en sorte que de nouvelles générations d'enfants découvrent la saga Planète des Singes. Mais d'ailleurs, ça rejoint un peu moi ce que je pense. Hein. Je vois bien un avenir pour la Planète des Singes, je vois bien un avenir sous forme de série. Je pense que ce qui pourrait peut-être même être le mieux, ça serait une série animée. Mais une série animée maintenant, il y a de plus en plus de séries animées qui ne se destinent pas à un public enfantin. Une série animée destinée à un public normal, quoi. Enfin, normal. J'avais peur de dire... En disant public adulte, j'ai peur que les gens comprennent pas... Oui, tu veux dire tout plutôt public, mature. quoi. Hein. Oui, voilà, ouais, un peu. Un peu dans le genre de Clone Wars en série animée. Ouais, voire même un public plus âgé encore, plus un public adulte ou adolescent, quoi.
Comme les films, hein, parce que voilà, même si les films on peut les voir, moi mon fils les a vus, il aura bientôt 9 ans, voilà, c'est un poil jeune, comme lui, il aime beaucoup la science-fiction, j'ai senti qu'on pouvait y aller, qu'il pouvait les regarder, mais j'aurais quand même tendance à dire que en dessous de 10 ans, c'est un peu jeune quand même pour La planète des singes. Oui. En version série animée, là les contraintes budgétaires elles sont quand même beaucoup moins élevées. Dans tes rêves les plus fous, tu verrais cette série dans quel univers? Tu verrais parce qu'il y a dans quelle timeline, dans quelle époque? Eh ben c'est là tu me tends une perche alors qu'on n'en avait pas parlé. Dans Tales from the Forbidden Zone, cette fameuse anthologie de nouvelles dont on a parlé, il y a une nouvelle qui imagine une backstory complètement folle au Dr Milo. Et qui explique comment il a fait pour retaper le vaisseau de Taylor et comment ils ont fait pour retourner dans le passé. Et il y a une série, une nouvelle qui imagine une histoire de Milo qui est complètement folle. Et ça, le peu qu'on devine dans cette nouvelle qui est racontée, ça, si toute cette histoire-là, tout ce qui se passe avant, si c'était raconté dans une série animée qui se destine à un public plutôt adulte ou adolescent, donc c'est-à-dire où on peut mettre de la violence, on peut mettre de la violence graphique, des trucs un peu bourrins, là, il y a la place pour faire quelque chose d'assez fou. Alors, je n'ai pas envie de révéler, si jamais il y a des gens qui n'ont pas lu les nouvelles, mais ça serait un univers assez guerrier et assez futuriste. Ouais. Donc voilà, moi je serais pas contre, même si comme on l'a bien dit, hein, c'est moi ce qui me plaît le plus dans La planète des singes, c'est le côté réflexion, mais j'aime aussi le côté entertainment et un truc, une série de SF un peu futuriste, un peu rentre dedans avec des singes, ça me plairait, parce que pareil, un des grands regrets, je crois l'avoir déjà dit, que j'ai par rapport à La planète des singes, c'est que la fin du roman de Pierre Boulle, où on découvre en fait que l'univers est peuplé de singes, et donc ils sont capables de coloniser des planètes différentes. C'est un de mes grands regrets que jamais personne n'ait pensé à explorer ça en comics, par exemple. Même en comics, on l'a jamais vu. En comics, ce serait parfait. Un space opéra avec des singes dans l'espace, ce serait génial. Voilà, voir des singes qui colonisent plein de planètes aliens, ça me plairait. La vraie force du roman, c'est la fin. Alors, quand on découvre que les personnages principaux sont des singes, en comics, ce serait impossible. Et ce qui est fou, c'est la phrase, mais comment mais c'est complètement irréaliste. Donc, toi, lecteur humain, tu te dis, bah oui, c'est complètement irréaliste que des singes parlent, qui aient pris le pas sur l'humanité. Et à la fin, tu découvres que en fait, c'est un couple de chimpanzés qui ont trouvé la bouteille dans l'espace, quoi. Et c'est expliqué de manière totalement subtile, puisque à la fin, c'est dit avec son mufle de mémoire, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Dit-elle avec son mufle qui rosissait, un truc comme ça. Bon, vous le savez, hein, on aime bien être précis dans Cornelius Enzira. Alors vous savez quoi? Je vais vous lire le chapitre 12 du roman de Pierre Boulle. Bon, en fait, c'est le dernier chapitre du livre. Je vous rassure, hein, ça va être court, parce que ce dernier chapitre, il fait un peu moins d'une page. Donc il met en scène deux personnages, Phyllis et Jean, qui ont découvert une sorte de bouteille à la mer, sauf qu'elle est dans l'espace, et donc qui ont lu un manuscrit qui se trouvait toute l'histoire qui est racontée par Ulysse Mérou. Et donc dans ce dernier chapitre, on retrouve Phyllis et Jean. Phyllis et Jean relevèrent ensemble leur tête penchée sur le manuscrit et se regardèrent un long moment sans prononcer une parole. « Une belle mystification, dit enfin Jean, en se forçant un peu pour rire. Phyllis restait rêveuse. Certains passages de l'histoire l'avaient émue, et elle leur trouvait l'accent de la vérité. Elle en fit la remarque à son ami. Cela prouve qu'il y a des poètes partout, dans tous les coins du cosmos, et aussi des farceurs. Elle réfléchit encore. Cela lui coûtait de se laisser convaincre. Elle s'y résigna cependant avec un soupir. « Tu as raison, Jean, je suis de ton avis. Des hommes raisonnables, des hommes détenteurs de la sagesse, des hommes inspirés par l'esprit. Non, ce n'est pas possible. Là, le conteur a passé la mesure. Mais c'est dommage. »« Tout à fait d'accord, dit Jean. Maintenant, il est temps de rentrer. » Il largua toute la voile,
l'offrant tout entière au rayonnement conjugué des 3 soleils. Puis il commença de manœuvrer des leviers de commande, utilisant ses 4 mains agiles, tandis que Phyllis, ayant chassé un dernier doute en secouant énergiquement ses oreilles velues, sortait son poudrier, et en vue du retour au port, avivait d'un léger nuage rose son admirable mufle de chimpanzé femelle. Et toi, XP, ce serait quoi que t'aimerais voir en série Ouais, une série animée, ça serait une très bonne idée, mais moi j'aimerais le design de la saga d'origine. Pas faire une série animée avec des singes, des singes entre guillemets réalistes. Non, ça pourrait être bien aussi. Hein. Moi, de toute façon, c'est clair que s'ils reprennent. Est-ce qu'on aurait Charlton Heston? Ah, ce serait bon ça. Ah, ouais. Bah, on pourra pas avoir sa voix, mais. avec le deep learning. Ravoir une fable. Tu disais XP? Ravoir une fable, côté fable. Ouais. Non, ouais, moi, de toute façon, il y a plein de choses. Hein. C'est vrai que l'univers de la saga classique, il y aurait moyen de faire plein de choses. Du moment qu'on met pas des mutants télépathes, moi ça me va. Oh. Et avec une musique un peu expérimentale, comme avait superbement composé Jerry Goldsmith, qui a tombé par terre. J'ai une question qui s'adresse aux vrais fans de la planète des singes. Est-ce que ça existe, soit en comics, je ne crois pas, mais en roman ou en quel que soit le médium, une histoire qui revient sur la jeunesse de... Ah, j'ai oublié le nom du personnage principal de Taylor, qui revient sur pourquoi est-ce qu'il est aussi désabusé, pourquoi est-ce qu'il déteste l'humanité à ce point-là, qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre à ce moment-là. Drew Gasca a essayé d'inventer une backstory à Taylor dans Conspiracy of the Planet of the Apes, et c'est surtout dans Death of the Planet of the Apes que c'est exploré. Dans Death of the Planet of the Apes, on voit donc là tu parles d'un roman, histoire. Ouais, je parle d'un roman. Je trouve qu'il a bien su capturer la voix et la personnalité de Taylor. Quand tu lis le bouquin, t'as l'impression d'entendre Charlton Heston. D'ailleurs, je t'en prie, vas-y. Excuse-moi, à chaque fois je te coupe, c'est pas très Non, tu fais bien. Je voudrais juste revenir, tout à l'heure je disais que l'univers de la planète des singes était hyper sombre, hyper nihiliste, mais Taylor il est pas si désabusé que ça. Je sais pas si vous vous souvenez bien, le début du premier film, à un moment il dit je refuse de croire que dans l'univers il y ait rien de mieux que les êtres humains ou je sais pas quoi. Je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas dans l'univers quelque chose de mieux que nos bipèdes humains. Je veux trouver. Et là, il finit sa phrase, alors je sais plus comment il a fini en français, mais en anglais il dit Has to be. Il ne peut pas en être autrement, tu vois, et il est vachement d'espoir dans ce ton. Ouais, mais parce qu'il n'a plus aucun espoir en être humain, donc il veut croire en quelque chose de mieux. Ouais. Mais je suis d'accord que son personnage n'est pas entièrement monolithique. Ouais. Il me donne de l'empathie pour lui, du coup. Je suis d'accord. Nélus. Après, c'est un personnage qui n'a plus d'espoir envers l'humanité, mais qui va tout faire pour sauver ses camarades. Il n'est pas complètement égoïste, c'est un chic type. Chic type, j'irai pas jusque-là, mais il est dans son rôle de chef de mission, c'est-à-dire, et puis n'oublions pas, ce sont des militaires. Hein. C'est pas hyper appuyé dans le film, il y a que, je crois que c'est dans le générique, c'est écrit Colonel George Taylor, je sais même pas si c'est écrit Colonel, maintenant j'ai un doute, mais bon, c'est induit parce que quasiment tous les astronautes étaient militaires, donc il y a ce côté militaire, c'est-à-dire on ne laisse pas quelqu'un sur... Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète, là j'extrapole à mort, hein. Mais il y a ce côté militaire, on ne laisse pas quelqu'un sur le champ de bataille, quoi. On laisse personne derrière. Mais moi, tu vois, Grey, je suis pas trop fan des origin stories des personnages. Je trouve que, tu vois, c'est comme là, le temps que vous parliez, j'étais en train de m'imaginer, est-ce que quelqu'un aurait pu écrire une histoire à cette 4e astronaute Stewart? Non. Stewart, ouais. Si, ça, Stewart. Carol Stewart. Qui est morte, machin, comment elle a vécu, comment elle est morte. Mais en fait, moi, j'aime... Clyde. Ouais. Je suis pas trop fan des origin stories, et je me dis, c'est cool, on prend le personnage tel qu'il est. Bon, je lirai Death, il est sur ma pile à lire, mais c'est pas la première attente que j'ai d'une histoire. J'ai plus envie qu'on aille de l'avant, tu vois, qu'on nous raconte des nouvelles choses, tu vois, genre la nouvelle arrivée de Taylor, qu'est-ce qui va se passer là, tu vois, ça me chauffe. Oui, tu voudrais explorer l'inconnu. Ouais.
Mais moi, découvrir de nouveaux mondes étranges. C'est ce que je reproche beaucoup à Star Trek, c'est que depuis Nemesis, hein, depuis la fin de Enterprise et depuis le film Nemesis, depuis le 10e film, on ne fait que ressasser le passé. Et la seule fois où on est allé un petit peu dans l'avenir, c'est récemment avec la série Star Trek Picard, qui est l'histoire d'un vieux qui est nostalgique, qui regrette son passé. Du coup, en fait, on est dans un avenir qui parle du passé. Et ça me saoule. Ça me saoule tellement. C'est vraiment révélateur de notre époque. Hein. Je reviens aux comics. Terrible. Si tu prends les comics de l'univers Star Wars, plus rien n'est inventé. Tous les comics racontent ce qui se passe entre les différents films. Ouais, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. C'est probablement ce qui nous attend avec la Planète des Singes, mais avant, il y aura les remakes. Je sais pas, je sais pas parce que j'ai un espèce d'espoir là pour cette espèce de 4e film qui verra peut-être éventuellement le jour. Le réalisateur a été choisi là, non? Ou un producteur, ou je sais pas quoi, non? Il n'y a pas eu une annonce récemment? Oui, il y a un réalisateur, maintenant j'ai un trou de mémoire sur... C'est pas... Et il a sous-entendu que ce sera pas un remake, alors on ne sait pas si ce sera une suite de cette nouvelle saga, ou si ça sera décorrélé, mais tu vois, ou alors... Je suis désolé de revenir sur Tim Burton, mais ce que Tim Burton a proposé, moi j'ai trouvé que c'était excellent. C'était pas un remake du film original, de même que d'ailleurs la nouvelle saga n'est pas du tout un remake de la saga originale. Alors il y a beaucoup de miroirs, de répondants, d'inspiration, mais c'est pas des remakes. Et du coup, la saga de la Planète des Singes, c'est une des rares à avoir réussi à se protéger de cet effet... vive le passé, vive la nostalgie, tout ça. Et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Et même si ça appartient à Disney, et Dieu sait que je déteste Disney, j'ai cet espoir que les personnes, les équipes de production, les équipes créatives vont réussir à appuyer pour que la série ou le film ou le quoi que ce soit qui arrive ne soit pas ancré dans le passé comme peuvent l'être Star Wars ou Star Trek actuellement, quoi. Bah alors, regarde Rémi, le passé dans la Planète des Singes, il est horrible. Hein. Ouais. Enfin, pas pour les singes, mais pour les humains, il est horrible. Ouais. Ça dépend de quel point de vue on se place. Bien fait pour nous. Ouais. Ouais. Moi, j'attends que ça, que les singes prennent le pouvoir. Ouais. Et toi, parce que toi, tu voudrais vivre dans la version Babes of the Apes. Planet of the Babes. Planet of the Babes, pardon. C'est Wes Ball, le futur réalisateur du prochain film Planet des Singes. Quand t'as dit Wes Ball, j'ai eu UV Ball. Je me suis dit, non, oui, surtout aussi, pas. Ouais. Non, putain. Non, effectivement, Uwe Ball qui touche à Planet des Singes. Comment flinguer la saga. Aïe. À un moment, ils vont prendre une balle dans les couilles. Ça va être rigolo. Ou alors on va avoir des singes qui font de la boxe. Parce que Uwe Ball aime la boxe. Non, mais cela dit, Wes Ball, il a fait The Maze Runner. J'ai pas vu, mais c'est des films. Ça, tu vois. C'est du young adult. Le labyrinthe, c'est ça? Alors, oui, mais attends, parce que il y a une intelligence derrière le labyrinthe assez incroyable. Je suis pas le public visé, mais tu vois, on est très très loin de ce que peut proposer Twilight. C'est vraiment c'est de la dystopie assez réflexive. Et tu vois, ce mec, il a fait en sorte que ces acteurs, qui sont des ados, enfin bon, ils avaient peut-être, ils jouent des gamins qui ont 16 ans, et les acteurs en avaient 18-20, et bien c'était eux qui faisaient eux-mêmes leur cascade, tu vois. Il y avait une réflexion derrière tout ce qu'il a créé, adapté du coup, parce que ça vient de romans, qui est assez réfléchi. Et en toute honnêteté, j'ai vu que le premier, Labyrinthe, mais je cracherai pas sur voir les suivants, parce qu'il y a vraiment de toute la gamme de films pour adolescents qu'on a pu voir, je trouve que c'est vraiment dans le haut du panier, et c'est bien mieux par exemple qu'une série, la saga comment ça s'appelle, la Mockingbird, non Hunger Games. Hunger Games c'est pas vraiment si dégueu que ça. Alors, une fois de plus, on n'est pas le public visé, mais on a connu pire, quoi, dans l'adolescence. Donc moi, ça me donne pas du faux espoir, ça.
Mais c'est vrai qu'en tout cas, ouais, il a dit que le prochain film devrait continuer à explorer l'univers qu'on a vu dans les 3 derniers films. Ouais. Donc, voilà quoi. Et toi, Gré? Non, moi, est-ce que vraiment, j'aimerais voir des films sur ce qui se passe avant, contrairement à toi, Rémi. C'est vrai? Ouais, voir la Terre, voir la Terre du temps de Taylor. Donc sans singe. Donc un film qui se passe dans les années 70. Ouais. Ah, mais tu vois, on peut faire un peu un film un peu plus social et qui se termine avec Taylor qui part dans sa fusée et en fait qui n'a rien à voir avec la planète des singes. Enfin, si, mais pas dans lequel il n'y aurait pas de singes. Ouais, ça peut être rigolo. Avec ça me James rappelle Franco un dans le fan rôle film, de Taylor. sur Star Parfait. James Franco. Son petit frère. Mais c'est vrai que là, pour tous ces trucs-là, effectivement, mieux vaut que tu te penches du côté soit des romans de Drew Gasca, où il y a également une nouvelle. Alors Taylor n'est là que pendant 2 pages, hein, mais il y a une nouvelle dans Tales from the Forbidden Zone où on le voit juste avant son départ. Et effectivement, c'est déjà un connard. Ah. Après, on peut imaginer un univers à la Fondation qui se passerait 15 000 ans après les événements du dernier film, dans lequel les singes sont dans un univers totalement différent, très futuriste. Moi, ça me déplairait pas, hein, vraiment. Ça me botterait. Après, il y a aussi ça, c'est que entre le départ de Taylor, donc dans les années 70, et son arrivée dans le 40e siècle, il y a quand même la place pour beaucoup de choses. Pourquoi pas un film qui se passe à l'époque de ce qu'on voit au tout début et à la toute fin de Battle for the Planet of the Apes avec John Huston dans le rôle du lawgiver qui se passe au 27e siècle. Pourquoi pas, tu vois. Il y a la place pour plein de choses. Il y a aussi repartir à nouveau, je suis désolé sur Tales from Forbidden Zone. Il y a je crois que c'est la dernière des nouvelles, mais celle où il découvre quelque chose dans Big Rock, Zaius. Ouais, donc celui qui se passe à la frontière avec la zone interdite. Voilà, il y a une nouvelle qui se passe à la frontière de la zone interdite où on découvre quelque chose et en fait l'histoire a été écrite, j'avais l'impression d'être dans la fin du premier épisode d'une série, tu sais, au moment où on découvre le truc, le cliffhanger de ouf qui va lancer la série. Et en partant de là, tu vois, on part sur une autre ville que Ape City. On est à plusieurs milliers non pas plusieurs milliers, mais à quelques centaines de kilomètres de Ape City. C'est une autre population. C'est pas la même configuration. Ce sont les chimpanzés qui sont, alors c'est pas au pouvoir, mais il y a un maire. Ils ont un avantage, ouais, voilà, ils sont. On comprend qu'ils ont que d'un point de vue démographique, d'un point de vue politique, c'est pas eux qui ont l'ascendant, mais ils l'ont d'un point de vue démographique. Voilà. Et donc c'est qu'une question de temps avant qu'ils prennent la main, quoi. Ouais, et justement, on a la fameuse découverte. Bon, voilà, il découvre quelque chose en déterrant. Je me demande bien ce qu'il découvre, quoi. Une fois de plus, une preuve donc que de l'humanité. Et ça, tu vois, moi, c'est le genre de truc, je me suis dit, ça serait chouette d'avoir vraiment la suite de ça, sous forme de série, ouais, peut-être on pourrait imaginer une série anthologique, hein. Chaque saison, une dizaine ou une quinzaine d'épisodes, et une nouvelle histoire à chaque fois, située dans une timeline ou dans une époque différente. Mais moi, je verrais plutôt du live action. Ça va être chiant pour les effets spéciaux, hein, mais bon, avec Discovery, ils ont réussi à faire une série bourrée d'effets spéciaux assez jolis, donc... Mais tu verrais en motion capture ou en maquillage? Ben, c'est ça le truc. Moi, j'aimerais bien du maquillage parce que j'adore les maquillages. Et Dieu sait, par exemple, dans Star Trek Beyond, les maquillages sont magnifiques, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour. Il y a qu'à voir dans Umbrella Academy, c'est pas du maquillage. J'ai pas vu la série, mais je dis ça parce qu'il y a un singe dedans. Ah, mais moi non plus. Tout le monde m'en a parlé à cause du singe, mais je l'ai pas vu non plus. Je vais peut-être être hors sujet, mais comme tu parles de l'avenir de la planète des singes, moi quand je vois les images d'actualité avec la déforestation et la forêt d'Amazonie qui crame, avec tous ces orang-outans qui... pas en Amazonie. Les orang-outans, c'est en Indonésie. Ah oui, pardon, oui, mais bon, c'est un peu pareil quand on les voit, quand je les vois agoniser et mourir. J'aimerais justement qu'il reste des singes sur notre planète. L'avenir des grands singes, donc les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et les orang-outans,
comment dire. J'aimerais qu'à l'avenir, il reste des grands singes et que le seul souvenir qu'on en ait, ça ne soit pas justement les films de la planète des singes ou des documentaires animaliers. J'aimerais qu'ils restent sur cette planète qui est aussi la leur. Effectivement, donc tu nous as bien plombé l'ambiance pour cette fin d'épisode. Arrêtez de manger du Nutella, sauvez un orang-outan. Bah tu me couperas au montage. Non, mais c'est bien que c'est été dit. Ouais. Mais je pense qu'on va terminer l'épisode. Ah mais c'est hyper nihiliste. Oh, désolé. C'est bien, on était dans la planète des singes. Ah, je suis désolé, j'ai plombé l'ambiance. C'est fort à propos ce que tu as dit, XP, mais c'est vrai qu'effectivement... C'est dur de rebondir là-dessus. Tiens, et alors terriblement, ça pourrait être une bonne idée à nouveau pour une série ou pour un film futur, parler des singes qui sont en voie d'extinction et que les rares singes développent une intelligence. C'est déjà le thème des nouveaux films quelque part. Ouais, d'une certaine manière. Ouais. D'une certaine manière. C'est vrai. Donc sur ces notes extrêmement joyeuses et désolé encore une fois, pleines d'optimisme, nous allons terminer cet épisode. Shouldn't we be moving on? Time for that. Sans transition aucune, on va terminer. Alors, petit message de service. Là, ces derniers temps, j'ai utilisé un service qui s'appelle le YouPod, complètement gratuit. J'ai eu peur. Designé... Quand tu as commencé YouPod, j'ai eu très peur. Ah ouais. Oui, c'est vrai qu'il faut pas se planter quand on tape dans la barre de recherche. Donc non, YouPod qui est développé par Bigaston avec l'aide de Pof et de Feelgood. Donc Pof et Feelgood, c'est les gens qui sont derrière PodCloud. Et donc j'ai converti pas mal d'épisodes de Cornelius Enzira et donc je suis en train de les uploader sur YouTube. Il y a de fortes chances que quand cet épisode sera mis en ligne, eh bien que tout y sera déjà. Donc on ne sait jamais, peut-être que là, les gens qui nous écoutent depuis YouTube. Abonnez-vous, la cloche, le pouce. Voilà, exactement. Mais j'utilise également YouPod et c'est vraiment génial. Donc merci beaucoup à l'équipe de PodCloud. C'est incroyable cet outil. Il est génial et c'est vraiment très pratique parce que... Ouais, et d'autant plus que maintenant il y a une fonctionnalité, si pour les gens qui hébergent leur podcast depuis PodCloud, on peut carrément cliquer juste sur un bouton, on n'a même plus à aller sur le site de YouPod, donc ça c'est vraiment très chouette. Mais à la base c'est un projet indépendant de PodCloud qui s'est greffé avec PodCloud. Ouais, c'est Bigaston tout seul qui a commencé à développer ça et bon, forcément il a demandé de l'aide à Puff Magic Fingers, qui est donc c'est lui qui fait tout le code de PodCloud. Donc et puis voilà, il y a aussi Feelgood qui l'a. Enfin, moi j'ai suivi ça de très loin sur le Discord de Alliés Numériques. Et voilà, mais j'ai vu un peu l'histoire se développer et là je pense pas que ça soit la version définitive, celle qui est en ce moment, mais là il est arrivé à quelque chose d'assez abouti. Donc voilà, peut-être que vous écoutez cet épisode sur YouTube, ce qui est à la base, bon, c'est plus fait pour être écouté sur des plateformes de podcast plus habituelles, mais voilà, enfin, j'essaie d'aller toucher le public là où... Non, mais il faut... C'est très pratique, ne serait-ce que si on peut faire 4 écoutes, tu vois, sur YouTube, c'est vraiment chouette. Puis après, voilà, chacun est libre d'écouter un podcast comme il le veut. C'est pas mais surtout sur Podcast Addict. Voilà. Ah oui, ce que je voulais dire, on parlait de l'équipe de PodCloud. Alors maintenant, on va parler de PodChows. C'est un peu les mêmes gens, mais c'est pas le même nom. Donc PodChows, qui est une association et un label de podcast qui soutient les podcasts indépendants. Et bien, figurez-vous que Cornelius Enzira est un podcast du label PodChows. Wow. Voilà, donc c'est la première fois, je pense, que je le dis dans un enregistrement. Cornelius Enzira fait partie de ce label, de la même manière que Comics Fair fait partie du label Audioactif. Donc voilà, il y a des gens
gens. Il y a des gens qui se bougent pour le podcast francophone indépendant. Et c'est très bien. Bravo. Donc, moi, je suis très content de rejoindre cette écurie. Au même titre que Galactifrac. Galactifrac, un podcast 5 étoiles. Je trouve ça vraiment bien que Cornelius et Zira se retrouvent en Ligue 2 du podcast. Continuez, un jour vous viendrez nous rejoindre en Ligue 1, félicitations. Donc voilà, justement, c'est le moment promo. Donc, Grey Pigeon, on peut te retrouver dans Comics Sphere, donc un podcast du label Audioactif. Est-ce que tu veux dire 2 mots sur Comics Sphere ? Oui, tout à fait. Comics Sphere, c'est le podcast comics qui parle de tout, sauf du comics dont on parle. C'est-à-dire, quelle arnaque. C'est tout à fait ça. L'objectif de notre podcast, c'est recontextualiser l'œuvre à l'époque à laquelle il a été faite, les raisons pour lesquelles le comics a été écrit, qui pousse les auteurs à le faire, et dans le contexte de la société de l'époque. Voilà, en gros. Et donc vous, Xavier et Rémi, on peut vous retrouver dans Pour une poignée de review. Tout à fait. Oui. Je pensais que XP allait enchaîner. XP, est-ce que tu veux présenter Pour une poignée de review ? Bon courage. Moi, j'ai toujours pas compris ce que c'était le principe de Pour une poignée de review. C'est des gens, ils parlent. Oui, ça c'est un podcast. Voilà. Non, mais c'est tout. Mais alors, il y a les bons podcasts et les mauvais podcasts. Et il y a Pour une poignée de review. Alors, dans les bons podcasts, les gens, ils parlent dans un micro, et dans les mauvais podcasts, les gens, ils parlent dans un micro. Mais voilà. Les parties promo de Cornelius et Zira, c'est toujours n'importe quoi. Alors, donc, Pour une poignée de review, en fait, je te relaisse la parole, XP, dans une seconde. C'est un podcast dans lequel, en fait, on fait des reviews, et à la base, c'était censé être thématique, c'est-à-dire... on va parler de Star Trek pour les nuls. C'est une des émissions de Pour une poignée de review qui est à thématique Star Trek. Il y a les thématiques je sais pas, club de lecture, voilà, en fait, c'est un podcast très généraliste sur les œuvres de manière générale. Et donc, ça peut parler de comics, de livres, de séries, de films. On n'a jamais parlé de séries. Si, on parle un petit peu de séries. Mais voilà. Et en fait, petit à petit, est venue l'idée de discuter, tout simplement, assez librement autour d'un sujet. Et donc, ce que je disais, c'est... là, il y a une émission où Zaius est venu avec Draven justement, dans laquelle on parle de Star Wars de manière générale, et il y a une émission où on parle de je sais pas, j'ai pas d'exemple de Alain Damasio, tu vois, tu dis tiens, on va parler de tel auteur, c'est tout, et on discute. Je pense que via la discussion peuvent émerger certaines idées et certains concepts qui peuvent nous aider à penser à d'autres choses. C'est nul ce que je viens de dire. Et du coup, XP nous a rejoint. Et d'ailleurs, XP, on peut l'entendre un peu partout en ce moment. Et c'est un ouf. Il a commencé, tu vois, bam, et du moment où il a commencé, il est partout. On m'invite beaucoup. Ouais. Mais c'est normal parce que t'es cool. Moi, je vais faire votre promo parce que vous avez lancé une nouvelle émission tous les deux avec Steve de Comic City qui est consacrée au Universal Monsters. Et vous faites film par film. Pour l'instant, au moment où sort cette émission, je crois qu'il y a 2 émissions qui sont sorties, consacrées au premier Dracula et à la momie. Non, Frankenstein, la momie c'est le 3e. Et vraiment passionnant. Vous revenez presque scène par scène sur chacun des films. XP est spécialisé dans tout ce qui est la partie technique des films. Et il y a aussi une petite pastille dans Pour une poignée de review qui s'appelle Pourquoi Star Trek c'est génial. Alors, on se demande d'où t'es venue cette idée, Rémi. Mais est-ce que tu as fait ça aussi en référence au podcast Pourquoi Buffy c'est génial? Non, je connaissais pas. Et d'ailleurs, je connais toujours pas. Non. Non, c'est vrai que je m'en veux un peu. Enfin, je connais pas dans le sens où j'écoute pas, mais c'est vrai que le nom est très proche et je m'en veux un peu d'avoir fait ça. Mais j'ai pas fait exprès, je suis désolé. Donc,
On mettra quand même un lien. Moi j'ai écouté que certains épisodes de Pourquoi Buffy c'est génial, mais non, c'est assez chouette. En plus, il y a des intervenants qui reviennent, notamment chez James Fay dans Geek en série. Juste XP aussi, il est rentré dans l'équipe de Comic City et il fait une émission qui s'appelle Freak City. Alors, tu peux nous en parler un peu plus, XP? Parce qu'en fait, on laisse pas XP faire sa promo, on l'a fait pour lui. Ah, c'est terrible. On parle de lui depuis tout à l'heure. Ah, il est gentil. Hein. Non, il y a juste un truc qu'il faut dire sur XP, et après, premier autre laisse parler, c'est que XP, pendant tellement longtemps, tu as fait notre promo sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu as fait la promo de tous les podcasts que tu écoutes. Donc, je trouve que c'est la moindre des choses que voilà, qu'on fasse ta promo nous aussi. Mais vas-y, cette fois-ci, on te laisse parler. Sur Freak City, c'est Steve et Laure qui ont eu la gentillesse de m'inviter. Ils m'ont dit, tu viens quand tu veux. Si tu as envie de parler des sujets qu'on aborde, t'es le bienvenu. Et ça parle de quoi, Freak City? Ça parle de films d'horreur. Au départ, les deux premières étaient assez généralistes, et puis au fur et à mesure, le concept s'est développé sur des versus, c'est-à-dire on prend un film contre un autre film qui a à peu près le même thème, là. On a fait Cujo contre Baxter, on a fait... Maniac contre Maniac Cop. Maniac contre Maniac Cop, et on a fait aussi la saga Jeepers Creepers. Et c'est très cool. Hein, et il y a d'autres émissions qui sont aussi bien sans moi aussi. Et Draven, on peut le retrouver donc, sur Galactifrac 24 FPS. Rémi n'en parle pas, mais il vient aussi de lancer une très belle émission qui est passionnante sur le régionalisme. Oh, ah oui. Ah oui, c'est vrai, sur l'Occitan. Ouais, parce sur l'Occitanie, j'adore cette émission. C'est vrai. Merci. On est en train de voir pour la prochaine, c'est un peu compliqué parce qu'on a des emplois du temps un peu overbookés. Donc, alors je sais même plus comment il s'appelle ce podcast. Mais vous l'enregistrez en français ou en occitan, le podcast? Ouais, non, en français. On parle de l'occitan parce que, en fait, tu vois Star Trek pour les nuls. Mais là, ça pourrait s'appeler l'occitan pour les nuls. En fait, moi, je ne connais rien. Donc, alors non, on va recontextualiser. Un qui parle en occitan, un qui parle en klingon. Il y avait quoi dans la bière? Alors, on va se quitter. En générique de fin, alors c'est vrai que le dernier épisode publié au moment où on parle, c'est un épisode sur la chronologie de la planète des singes, et donc qui dit voyage dans le temps, dit voyage à la vitesse de la lumière, et donc on va se quitter en écoutant Speed of Light de Teenage Fan Club, le morceau qui ferme le 6e album de Teenage Fan Club qui était sorti en 1997. N'empêche, à l'époque, les gars, ils chômaient pas. C'est leur 6e album studio, et alors que le groupe n'existait que depuis 8 ans. Oh. Donc, ouais, à l'époque, ça tartinait. Teenage Fan Club qui est toujours en activité. Au final, ils ont sorti que 10 albums. Ils ont un peu ralenti plus tard. Il s'appelle Grandpa Fan Club maintenant. 20 ans plus tard. Donc voilà, ouais, Speed of Light, donc morceau qui conclut Songs from Northern Britain. Bon, moi j'adore ce morceau, hein, voilà, Teenage Fan Club, groupe de power pop dans la lignée de Big Star, voilà, et dans le même genre, il y a les Posies, Nada Surf, Superdrag. Voilà, si vous aimez le rock indé et la power pop, Teenage Fan Club c'est complètement incontournable, et c'est un morceau, voilà, c'est étonnant qu'ils aient terminé l'album par ce morceau parce que c'est un putain de tube. On va s'écouter ça tout de suite. Donc d'ici au prochain épisode, rappelez-vous de toujours regarder vers le sommet de la montagne. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les primates. Salut les Spartiates. B-R-A-V. Driving easy if you're looking for direction. Don't forget to set your seal. Take it easy, all you need is information. Everything is there to know.
On est sur quel podcast là? C'est Cornelius Enzira, non? Bah sinon, si on est chez toi, je veux bien faire la présentation et tu fais le montage. non, je suis comme gagnant, ouais. Non, mais... qui fait le rôle de Spades? Alors là, comme X-Fair, on est rien écrit, là c'est pas possible. Ah oui, non, là j'ai rien écrit du tout. Hein. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais un podcast où j'ai rien écrit d'ailleurs. Si l'épisode il dure que 3 quarts d'heure, c'est pas grave. Hein. Tu parles.